Le thème du jour, les gars, aujourd'hui, on va parler de la dette publique et de la spirale d'endettement en France et les solutions potentielles qu'on peut avoir avec Bitcoin, notamment via les attaques spéculatives. Le space, il va être un tout petit peu plus long que d'habitude. Je pense qu'on va faire à peu près 1h15 de presse avec les gars. Et ensuite, on va ouvrir aux questions. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pourrez intervenir à la fin ou vous pouvez juste les poster en commentaire dans le space. Donc, dans un premier temps, on va approfondir un petit peu la situation de surendettement en France et les conséquences que ça peut avoir. Dans une deuxième partie, on va voir un petit peu comment Bitcoin peut résoudre ce problème-là, notamment par rapport à l'article que Théo a écrit il y a quelques jours. Et ensuite, on va se tourner un petit peu vers l'étranger. On va parler un petit peu de ce qui se passe aux États-Unis. C'est un peu l'actualité du moment, là, de la semaine, avec notamment les rumeurs de Trump qui serait censé annoncer une Bitcoin réserve à Nashville samedi. Et donc voilà, c'est le plan. Donc du coup, pour planter un petit peu le décor, qu'on sache que tout le monde ait un petit peu les bases sur ce qu'on va parler aujourd'hui, on a vu ces derniers mois en France que l'actualité politique tournait beaucoup autour des élections et donc un petit peu le cirque de la démocratie. On a eu des élections européennes, puis la dissolution de l'Assemblée nationale et rebelote élections législatives. Donc ça a vraiment beaucoup occupé l'espace médiatique ces derniers mois. Donc, comme d'habitude, chaque parti a fait de belles promesses sur l'augmentation du SMIC, d'autres sur la transition écologique ou bien l'insécurité. Et on observe une surenchère médiatique de promesses de nos politiciens, comme à leur habitude. Mais la question que nous, on se pose, en tant qu'observateur un petit peu économique, néophyte, c'est un petit peu de savoir est-ce que la souveraineté de la France est vraiment entre les mains des politiciens, en sachant que la France est endettée jusqu'au cou. La dette de l'État est de 3 200 milliards, ce qui représente 120% du PIB. On a un déficit budgétaire qui est à 5,5%. Donc concrètement, en France, l'État est obligé de s'endetter encore plus pour continuer à fonctionner. Donc on est sur un espèce de système où le serpent se mord la queue, quoi. Certains appellent ça une pyramide de Ponzi. Et donc, ce qui est assez marrant, c'est qu'on réussit quand même à faire pire que nos homologues européens, qui sont pas top non plus, et on est vraiment dans le bas du classement. En sachant qu'on a signé le traité de Maastricht au début des années 90, et il y avait un déficit budgétaire qui était limité à 3% du PIB, et une dette publique qui ne devait pas dépasser 60% du PIB. Donc là, pour qu'on ait un ordre d'idée, on est déjà au double. Et les projections pour la dette publique en France. Donc, à partir de 2027, si on continue sur la même lignée, le paiement des intérêts de la dette sera en France le premier poste de dépense du gouvernement. Donc, on sera devant l'éducation, devant la défense et tutti quanti. Donc, concrètement, quelle que soit la composition du prochain gouvernement, on ne sait pas encore comment on va être fixé d'ailleurs, ils devront répondre aux injonctions de l'Union européenne et entamer un plan d'austérité drastique pour éviter les sanctions. Donc concrètement, quel que soit le vote du petit peuple français, la décision sera prise comme d'habitude par les technocrates non élus qui traînent leur guêtre dans les bureaux de l'Union européenne. D'ailleurs, c'est assez marrant de voir que le taux d'abstention, qui est autour de 50% plus ou moins, reflète quand même qu'une partie des gens, si on l'interprète de cette manière, il y a quand même une grosse partie de la population qui soit ne s'y intéresse pas, soit a compris que de toute façon les politiciens n'avaient pas la main sur ces sujets économiques et du coup on a une abstention qui est à 50%. Et notamment, si on regarde autour de nous, dans les cercles de bitcoiners, moi personnellement, je vois pas grand monde qui vote. Je pense que chez les bitcoiners, on doit être même en dessous de 10% d'abstention. Voilà. Gilou, tu avais la main levée, tu as une question, une remarque peut-être? Ouais, en fait, moi, par rapport à la situation de la France, il y a un truc qui me frappe, c'est une grande similitude avec la situation de la Grèce vers 2013-2014, où, qui était très endettée, qui, pareil, avait des échéances électorales,
et qui avait voté massivement à l'époque Syriza, donc un parti plutôt à gauche, peut-être pas d'extrême gauche, mais quand même bien à gauche. Et en fait, dans la même situation économique, enfin, je sais pas justement, j'aimerais bien connaître le comparatif réel entre les deux. Donc, moi, ce qui me frappe vraiment, c'est la similitude entre les deux situations, à la fois politique et économique. Et puis, ben, la résolution de la situation, quoi. À l'époque, on parlait de Grexit, il y avait pas mal de choses. Je me souviens même que dans l'univers Bitcoin, il y avait déjà quelques Bitcoiners un peu, on va dire, optimistes qui parlaient de Bitcoin pour sauver la Grèce. Je ne sais pas s'ils parlaient d'attaques spéculatives encore, mais par exemple, je me souviens, j'étais en talk avec Andreas Antonopoulos qui expliquait à l'époque que Bitcoin n'était pas prêt pour la Grèce et la Grèce n'était pas prête pour Bitcoin, quoi, à l'époque. Ce qui était plutôt vrai et je pense l'est un peu moins aujourd'hui. Donc voilà, donc je sais pas, peut-être Théo, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ce parallèle qu'on peut faire entre les deux situations grecques et françaises? Ouais. Si tu permets, Théo, je vais peut-être aussi parler des statistiques du Québec. Je sais que la discussion, on veut la tourner vers la France, mais juste à titre comparatif. Puis avant de rentrer dans le Bitcoin, je travaillais pour deux instituts économiques. Je travaillais pour l'Institut économique de Montréal et l'Institut Fraser. Puis c'est deux instituts économiques à orientation d'économie autrichienne qui maintiennent les compteurs de la dette. Donc, la question de la dette publique, c'est une question que j'observe depuis une quinzaine d'années. La dette publique au Québec, si on combine le Québec et le Canada, parce que évidemment au Canada, on a une partie des compétences qui sont fédérales et une partie des compétences qui sont provinciales, c'est un peu la même chose qu'en France. Hein. On est à 100% du PIB qui est la dette. Donc, la dette par habitant pour un Québécois, en fait, la dette, c'est à peu près... je pense que c'est autour de 80 000 $ canadiens par habitant. Un truc qui est fou au Canada aussi, c'est que la dette privée des ménages, c'est un autre 160 000 $ canadiens. Donc, le Canadien typique, si on combine la dette privée, donc sa dette personnelle et la dette gouvernementale divisée par le nombre de payeurs d'impôts, c'est à peu près 250 000 $ de dette pour un ménage, ce qui est évidemment complètement fou. Et aussi dans le contexte, je suis sûr que Théo va vouloir en parler plus tard, mais les taux d'intérêt, évidemment, entre 2010 et 2022, ils étaient plus ou moins à 0%, un peu partout sur la planète. En tout cas, au Canada, en Europe, je suis sûr que c'est pareil. Et au Canada, c'est rendu à 4,5%. Donc, non seulement on s'est massivement endetté durant les 15 dernières années, là, au niveau public et au niveau privé, mais là, les taux d'intérêt ont augmenté. Donc, évidemment, le coût de service de la dette est rendu totalement fou. Là. Je pense que au Québec aussi, c'est un peu la même chose qu'en France. 60% des Québécois, leur salaire est payé par le gouvernement. Donc, que ce soit des employés directs du gouvernement ou des employés du secteur privé qui sont à contrat du gouvernement ou des employés du secteur privé qui sont dont leur entreprise est subventionnée par le gouvernement. À peu près 60% des Québécois, leur salaire est directement payé par le gouvernement. Donc, tout comme en France, c'est une économie qui est totalement socialisée. Là. Il y a pas d'hésitation là-dessus. Un truc intéressant aussi avec le Canada, je ne sais pas en France, mais le Canada, on a vendu toutes nos réserves d'or. Donc, le Canada n'a plus aucune réserve d'or. Et le taux de réserve des banques, c'est de 0,2%. Hein. Donc, les banques, non seulement le gouvernement est broke, les gens sont broke, les banques sont broke. Donc, une situation, un portrait qui est très, 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 très néfaste. Et bon, je vais finir mon speech sur le Canada, mais juste pour dire aussi que le Canada, c'est une économie qui est très semblable à l'Afrique, hein, ou très semblable à l'Australie. C'est une économie qui est basée sur les ressources naturelles. Et depuis une quinzaine d'années, avec le mouvement climato-anxieux, les gouvernements ont complètement tué toute notre industrie qui nous permettait d'engager cette dette, c'est-à-dire une industrie pétrolière, une industrie minière, une industrie forestière. Donc, toutes ces industries-là ont été graduellement attaquées par les climato-radicaux. Et donc, on est dans une situation qui est excessivement précaire, quoiqu'on n'a pas les mêmes obligations en France, donc on n'a pas l'équivalent du traité de Maastricht, évidemment, pour le Canada.
Mais c'est très clair qu'on on peut plus continuer à emprunter. On a imprimé, je pense, le Canada a été un des pays qui a imprimé le plus de monnaie à partir du COVID, là. Donc, on est rendu à capacité maximale. On peut plus imprimer d'argent, on peut plus trop emprunter, puis on crée pas de richesse. Donc, voici le portrait pour le Québec et le Canada. Ouais, Trudeau a aussi sauvé l'économie française comme Bruno Le Maire, c'est bien. Ouais, mais c'est effectivement assez similaire comme situation, avec quelques différences quand même. C'est vrai qu'en France, il y a moins d'endettement des ménages. Il y a beaucoup d'endettement privé, mais c'est surtout la dette des entreprises qui est gigantesque en France. Mais il n'y a pas beaucoup de culture de l'endettement. C'est essentiellement prêt étudiant, prêt conso un petit peu et hypothèque. Mais c'est beaucoup moins le cas qu'en Amérique du Nord. Pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure, Francis, on a encore pas mal de réserves d'or en fait en France. Après, comparativement à la valeur de notre dette au cours de l'heure actuelle, ça représente pas grand-chose, mais par rapport aux autres pays dans le monde, disons, il y a 3 gros mastodontes, les États-Unis, la Russie et la Chine qui ont beaucoup d'or, et l'Inde qui en a pas trop mal aussi, parce que sa population en a énormément. Et derrière, la France n'est pas très très loin. Mais ça, je crois que c'est 2000 tonnes, quelque chose comme ça, c'est vraiment pas énorme. Et effectivement, je pense que la majeure différence, c'est que le Canada a sa propre monnaie, donc vous pouvez toujours print the difference. Enfin, vous pouvez toujours vous dire, bah, ok, on va partir en inflation et on va financer notre surendettement par de l'inflation. Alors qu'effectivement, comme avec la Grèce et la situation dont Gilles parlait tout à l'heure, qui est effectivement assez similaire aux élections qu'on a eues là, avec, on va dire, quand même une bonne fraction des électeurs qui votent pour un parti d'extrême gauche, essentiellement, qui propose de remonter les minima sociaux, de faire de la relance keynésienne et de dire, bah, en fait, le déficit, on s'en fout, et l'Europe, on s'en fout. Et la manière dont ça s'est joué à l'époque, c'est que, in fine, c'est Madame Lagarde, Merkel, Schäuble et compagnie qui ont défini le programme économique de la Grèce pour à peu près les 7-8 années suivantes. Et les Chinois qui sont arrivés et qui les ont délestés de beaucoup d'actifs pour leur filer du fric pour qu'ils puissent rendre leur dette soutenable. Donc effectivement, vu que, comme la Grèce aujourd'hui, la France ne peut pas se dire, bah tiens, on a le franc, donc on pourrait imprimer la différence. Bah, en fait, et que là, en septembre, on va devoir expliquer à nos autres copains en Europe comment est-ce qu'on va rendre notre dette soutenable et comment est-ce qu'on va ramener notre déficit proche des 3% imposés par Maastricht. C'est quasiment virtuellement impossible. Il faudrait économiser 40 à 50 milliards de dollars sur le budget de l'État d'euros sur le budget de l'État par an, ce qui représente en gros le budget de la défense ou la charge des intérêts aujourd'hui. Donc c'est vraiment énorme d'imaginer des économies pareilles, et compte tenu du climat politique, on a bien vu avec la réforme des retraites, avec les gilets jaunes, etc., une telle austérité, et c'était le cas aussi d'ailleurs en Grèce, mettrait à mon avis la moitié du pays dans la rue. Et comme d'hab, en France, ça bloquerait tout le pays et ce serait un bordel pas possible. Donc, effectivement, c'est compliqué de voir comment la situation elle va se décanter. Mais en tout cas, ça prouve que le cirque politique en France est quand même une magnifique mascarade, puisqu'on nous a organisé des élections législatives en appelant la démocratie à grands cris et en disant que c'était des élections très importantes, etc., pour qu'in fine, de toute manière, ce soit décidé par la Commission européenne. Donc, c'est quand même une belle farce. Et c'est vrai que, du coup, ça m'a intimé à provoquer un peu nos députés et leur proposer une idée qui initialement venait d'un bitcoiner francophone, mais qui vit aux États-Unis, qui s'appelle Pierre Rochard, et qui lui a eu cette idée il y a très longtemps, justement à l'époque de la situation dont on parlait en Grèce, donc en 2014, qu'il avait appelé Speculative Attack, donc attaque spéculative en français, et qui est disponible sur le Nakamoto Institute, si vous ne connaissez pas, qui est un super site qui recense les meilleurs articles qui ont été écrits sur Bitcoin et les cypherpunks et tous les systèmes affiliés de manière générale. Et dedans, en fait, il décrit ce que j'ai essayé de proposer dans l'article que j'ai publié là récemment, qui est tout simplement de dire que si on a la capacité de s'endetter dans une monnaie qui se dévalue à long terme, et qu'on a la possibilité d'acheter un actif, et même si possible une monnaie qui, elle, qui prend de la valeur à long terme, on a plutôt intérêt à utiliser notre capacité d'emprunt pour acheter la seconde monnaie, et de cette manière faire en sorte que nos dettes soient de plus en plus faciles à rembourser et d'accumuler de plus en plus d'actifs. Donc c'est une forme de recapitalisation, et c'est valable pour un individu, un ménage, une entreprise ou un pays. Et effectivement, l'avantage avec un pays, c'est que vous avez beaucoup de capacités d'emprunt. Et ça a été fait à certaines échelles, et je pense qu'on va en parler tous ensemble. À mon avis, bon, ça n'arrivera pas forcément en France, mais
c'est pas forcément une chose qu'il faut ne pas envisager parce que la situation pourrait devenir tellement catastrophique à l'avenir que ça m'étonnerait pas qu'on réfléchisse en tout cas à des expédients extrêmes. Peut-être pas celui-là, mais il serait préférable aux autres. Je ne sais pas si, par exemple, Francis ou Gilles, vous voulez peut-être décrire ce que Bukele a fait au Salvador dans la même veine, pour peut-être donner une idée de à quoi ça ressemble une attaque spéculative réussie, quoi. Ouais, ben, un truc avec le Salvador, c'est que le Salvador n'a pas une croissance économique qui est très soutenue. Hein. Donc, malgré ce qu'on peut croire, basé sur les succès de Bukele. Bukele a eu énormément de succès avec sa guerre contre les gangs, mais au niveau économique, le Salvador a le taux de croissance le moins élevé, je pense, en Amérique centrale, en Amérique latine. Je regardais il y a quelques mois la comparaison des taux de croissance des pays latino-américains, puis le Salvador est vraiment en bas de l'échelle. Et un pays qui finance ses projets d'infrastructure et ses grands projets, évidemment, sur une dette, notamment une dette du Fonds monétaire international et notamment par des accords avec la Chine. Donc, c'est pas nécessairement, le Salvador, c'est pas nécessairement une situation qui est très différente avec, par exemple, le Québec ou la France, un pays qui est fortement endetté, qui a pas énormément de revenus. Ce qu'ils ont fait, évidemment, comme on le sait tous, c'est qu'ils ont accumulé un méga paquet de Bitcoin. Reste à voir comment ils ont financé cet achat. Ça, je sais pas exactement comment ils ont fait pour le financer. Clairement, ils l'ont pas financé avec leur surplus budgétaire, là. En tout cas, je pense pas. Mais ils ont réussi à empocher. Il y a un site pour traquer le nombre de bitcoins qu'ils ont. Je sais pas exactement c'est combien, mais 5 000, je crois que c'est 5800. ouais. Et je me demande, Jay, est-ce que tu sais combien ils ont, c'est quoi leur upside depuis qu'ils ont commencé à... Ben, en fait, je sais pas d'où vient le stack initial, mais ce que je sais, c'est que sur le site qui traque, c'est que tu vois bien qu'ils achètent un bitcoin par jour et ils s'y tiennent depuis longtemps. Donc voilà. Une partie du financement, hein, pour ça, en fait, ça a été d'émettre de la dette, hein, tout simplement. Et ce qui est intéressant, notamment dans le contexte français aussi, c'est que le fait d'émettre des bons en disant, bah, avec l'argent ou au moins une partie de l'argent que je vais lever, je vais acheter des bitcoins et puis je vais les hold, bah, c'est qu'en fait, le taux auquel tu empruntes, il est beaucoup plus bas parce que tes créanciers, ils ont beaucoup plus de confiance dans ta solvabilité vu que tu as des actifs liquides et ils peuvent vérifier que tu les détiens et que tu les hold. Et c'est quand même complètement différent de faire ça ou d'émettre de la dette pour payer des RSA ou purifier la Seine ou je sais pas quelle connerie, quoi. C'est le playbook de MicroStrategy, en fait. Bah, c'est le même concept, en fait. C'est pour ça que je trouve ça fascinant, tu vois. D'ailleurs, peut-être tu peux nous remettre dans le contexte, toi, Francis, parce que tu étais un des seuls. Bah, si, Gilles aussi, d'ailleurs, vous étiez dans Bitcoin, vous, en 2014. Mais moi, ce qui me fascine avec l'article de Pierre, c'est d'avoir eu cette idée en 2014. Parce que pour juste peut-être mettre un peu dans le contexte pour l'audience, en fait, il y a plein de gens qui ont essayé de faire des attaques spéculatives dans l'histoire. Sauf que quand on fait une attaque. Enfin, historiquement, quand on a fait des attaques spéculatives, par exemple, il y a deux frères qui s'appellent les Hunt Brothers aux États-Unis qui ont fait une attaque spéculative sur l'argent dans les années 90. Et en fait, leur idée, c'était d'acheter genre l'essentiel du stock d'argent qui existait dans le monde, d'acheter plein de mines. Et quand ils contrôlent, et une fois qu'ils contrôlent suffisamment du stock, de dire, bah, en fait, on va essayer de l'imposer comme monnaie et du coup, on va gagner énormément d'argent dans la liquidité que va gagner l'argent lorsqu'il va être adopté comme monnaie. Et en fait, lorsque ça s'est passé, bah, à force d'accumuler de l'argent et des mines, bah, le prix du métal a beaucoup augmenté. Et en fait, ça a incité plein de gens, par exemple, qui minaient du cuivre ou des gens qui avaient, par exemple, des bijoux qui étaient faits en argent, de le fondre. Ceux qui minaient d'autres minerais, de passer au fait de miner de l'argent. Et comme c'est pas quelque chose qui est fondamentalement rare sous la croûte terrestre, bah, la quantité d'argent en circulation a rapidement augmenté. Et en fait, ça a dilué les frères Hunt et ça a fait qu'ils ont englouti des milliards dans l'opération sans jamais rien gagner. Et en fait, c'est valable pour quelle que soit la cible, l'actif cible sur lequel on fait une attaque spéculative, que ce soit des actions, que ce soit une monnaie étrangère, que ce soit une commodities. En fait, à partir du moment où le prix va augmenter, il y a toujours des gens qui vont en imprimer plus. Ouais, parce qu'il n'y a pas de difficulté à adjustment sur l'argent, tu vois, par exemple. Ouais, exactement. Et l'attaque spéculative, c'est pour ça qu'il est génial, l'article de Pierre, c'est qu'en fait, le concept d'attaque spéculative, le seul moment dans l'histoire où ça peut vraiment être fait, c'est maintenant, quoi. Parce qu'on a la monnaie cible qui est Bitcoin, dont on peut
avoir la certitude que l'ajustement de la difficulté faisant, on va pas être dilué lorsque le prix va augmenter. Et donc, je voulais vous demander à Gilles et Francis, genre, dans le contexte de ce qu'était Bitcoin en 2014, vous en pensez quoi? Même moi, je suis assez impressionné de la spéculation intellectuelle qu'il a réussi à faire, quoi. Ouais, que ce soit Pierre Rochard et Daniel Krawitz et Bitstein, les trois auteurs du Nakamoto Institute, ces trois personnes-là, non seulement c'est les early thinkers de la macroéconomie Bitcoin, mais c'est aussi les premiers Bitcoin maximalistes. Moi, j'avais lu l'article de Pierre Rochard au moment où il avait été publié, et ça a été un des articles qui m'a rendu le plus bullish. Il y en a trois là, selon moi, qui sont des articles fondamentaux. Il y a Speculative Attack. Après ça, il y a Hyper Bitcoinization par Daniel Krawitz. Et après ça, il y a Everyone's a Scammer par Bitstein. Les trois articles sont interreliés. Et ce qui est intéressant, c'est que même en 2014, moi, j'étais beaucoup plus impliqué en politique, et on avait déjà commencé à flotter l'idée, évidemment pas dans le milieu politique, mais dans l'espace public, dans l'espace médiatique, de convaincre la Banque du Canada de convertir une partie de ses réserves de devises étrangères en Bitcoin. S'il avait fait, évidemment, il y aurait eu un bénéfice de, je sais pas là, on est rendu à 90 fois et plus. On aurait eu un upside de 90 fois sur l'argent qu'on aurait investi. D'ailleurs, on avait définitivement essayé de convaincre Hydro-Québec de le faire. Avec c'est un peu comme l'ENF, je pense que c'est l'ENF en France, là, la Compagnie nationale d'électricité. EDF. Ça. On avait rejoint Hydro-Québec pour leur dire, écoutez, vous avez de l'électricité qui vous coûte presque rien, qui est financée par le gouvernement. La production d'électricité est financée par le gouvernement. Pourquoi est-ce que vous ne feriez pas une réserve de Bitcoin pour Hydro-Québec? Donc, c'est évidemment des idées qui ont été balayées du revers de la main. Mais ouais, c'est clair que ça démontre le foresight ou l'innovation des gars comme Pierre Rochard et Bitstein et Krawitz, d'avoir vu que c'est quelque chose qui allait arriver à long terme. Et aussi, c'est quelque chose qu'ils ont prévu, Hyper Bitcoinization, l'article de Krawitz prévoit, je crois, de mémoire, que les gouvernements vont s'engager dans ce genre de comportement. Et d'ailleurs, un truc assez hilarant qui s'est passé avec l'Allemagne récemment, c'est que pour un pays, de dévaluer sa monnaie, d'une monnaie que tu peux créer sans conséquences politiques nécessairement graves, parce que c'est sûr que émettre des bons ou engendrer de la dette ou augmenter les impôts pour pouvoir acheter du Bitcoin, ça a eu un effet qui est absolument direct et immédiat sur l'économie, alors que l'inflation, comme on l'a vu, l'impression de la monnaie, ça a un effet qui se voit sur 3 ou 4 cycles politiques. Là. Si tu imprimes de l'argent en masse, les conséquences vont arriver probablement dans le 2e ou 3e cycle politique par la suite. Donc, les gouvernements ont tout intérêt d'imprimer de l'argent pour acheter des bitcoins. Quand des gouvernements ont des bitcoins et décident de le vendre pour de la monnaie qu'ils peuvent eux-mêmes imprimer, c'est le contraire d'un speculative attack, en fait. C'est complètement irrationnel. Donc, j'ai trouvé ça, en parenthèse, totalement hilarant que l'Allemagne, qui avait saisi des bitcoins, je pense 50 000, et bon, je sais pas exactement comment ils les ont obtenus, mais j'imagine qu'ils les ont obtenus à coût zéro, c'est-à-dire qu'ils ont dû les saisir d'un hack, d'un scam, d'un criminel ou quelque chose comme ça. Ils décident de les vendre pour des euros. C'était complètement absurde. Là. Ouais, tout à fait. Et pour l'anecdote de EDF, nous, on avait parlé pas mal à EDF aussi à l'époque de Bitcoin. Pour le coup, c'était peut-être en 2017, 2016 même. 2017, c'est la première fois qu'on a parlé à EDF. Et et bien évidemment, ça n'a pas marché. Et à la place, ils ont décidé d'ouvrir un service cloud où ils font des nœuds Tezos et Ethereum. Donc voilà, c'était juste pour l'anecdote. Voilà, pour les choix de nos, de nos grandes institutions françaises. Ouais, même chose avec Hydro-Québec. Pour l'anecdote, il y avait un des gars de EOS, je pense le plus grand shitcoin scam de l'histoire, qui était un des administrateurs sur le conseil d'administration de Hydro-Québec. Et lorsqu'on leur a pitché le Bitcoin mining, leur conclusion était que l'avenir appartenait aux blockchains privées et non aux blockchains publiques. Donc, que le mining de Bitcoin n'avait aucun avenir.
Ça a été la conclusion d'Hydro-Québec et ceci était en 2018 et je pense que depuis, le hash rate a dû augmenter de je sais pas combien de fois, probablement 30 fois. C'est Donc, pareil. des imbéciles, quoi. C'est pareil, ils ont fait exactement pareil. Aujourd'hui, EDF est dans un consortium qui a fait une blockchain de consortium, justement, où ils font du time stamping sur une blockchain privée qui s'appelle Archipel. Bref, voilà. En fait, globalement, ils n'ont pas compris tout de suite, mais en même temps, c'est compréhensible qu'ils ne comprennent pas tout de suite. Le problème, c'est que voilà, ils vont s'en mordre les doigts, voire les lucioles, pour rester poli, bientôt, quoi, c'est sûr. Bref, voilà, c'est un peu désespérant, mais voilà. Ça prend une volonté politique qui vient, tu sais, vraiment, l'exemple du El Salvador est génial parce que le Salvador, c'est un pays où est-ce que la volonté politique, c'est la volonté d'un seul homme, hein. Évidemment, Bukele, c'est pas un dictateur, il y a un cabinet, il y a un parlement, mais tu sais, je pense que tout le monde qui suit la situation politique au El Salvador comprend que la volonté de Bukele, c'est, puisqu'il a un appui populaire si gigantesque, c'est la volonté d'un seul homme. Est-ce qu'il y a des pays occidentaux comme le Canada ou la France où la volonté d'un seul homme ou d'un petit groupe de personnes serait capable de faire d'avoir un impact et de prendre ce genre de décision? Je pense que c'est clair que non, hein. Donc, clairement, au Canada, ça passerait jamais. En France, ça passerait jamais. Il y a un exemple, hein, justement, que je mentionnais aussi dans l'article. On a un collègue et copain bitcoiner en Suisse qui a organisé une votation justement pour demander que la Banque nationale suisse achète du bitcoin et le mette sur son balance sheet, sachant que la Banque nationale suisse, aujourd'hui, c'est un gros hedge fund, hein, parce que faut savoir que les Suisses, en fait, leur pays est tellement bien géré que leur monnaie s'apprécie trop, et donc du coup, ça détruit la capacité d'exportation de leur industrie. Et donc, ils sont systématiquement en train d'imprimer du franc suisse pour acheter des actifs. Donc, par exemple, c'est un des plus gros holders d'actions FANG. Ils ont des tonnes de TF S&P 500. Ils ont plein d'actions Meta. Enfin, ils achètent aujourd'hui à peu près tout et n'importe quoi, juste pour pouvoir dévaluer leur monnaie. Et du coup, Yves essaye de rassembler aujourd'hui 100 000 signatures, en fait, parce qu'en Suisse, du fait de leur système politique de démocratie directe, à partir de 100 000 signatures, on peut faire en sorte qu'une loi soit proposée en votation, donc en référendum, entre guillemets, à l'échelle de la population. Et c'est effectivement peut-être le seul pays, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est peut-être le seul pays où ça pourrait se réaliser. Alors là, pas par la volonté d'un seul homme, mais vraiment parce qu'il y a une démocratie directe. Mais effectivement, dans les autres pays européens et tout, c'est inimaginable. Ouais, on n'en parle pas souvent, mais il y a aussi un autre pays qui est dirigé par la volonté d'un seul homme, qui est un pays bitcoiner, c'est le Bhoutan. Donc, le Bhoutan qui a une capacité de Bitcoin mining phénoménale. Je suis en train d'essayer de sortir une statistique. Je suis pas 100% sûr que la statistique, elle soit réaliste ou raisonnable, mais ce que je vois, c'est que leur plan, c'est d'avoir 500 mégawatts de Bitcoin mining en 2025. Je sais qu'ils ont déjà une immense mine de Bitcoin, donc c'est 500 mégawatts de Bitcoin mining. Je sais pas s'il y a un expert là-dedans qui est capable de me traduire ça en nombre de miners, mais c'est 500 mégawatts, c'est gigantesque, là. On parle de une mine ou une capacité de Bitcoin mining de 500 mégawatts. Ça ferait en sorte que le Bhoutan serait un des plus gros Bitcoin miners au monde. Et le Bhoutan qui est bien évidemment un royaume qui est dirigé par le roi. Donc, je pense que ça prouve un peu le point qu'il faut vraiment avoir la volonté politique extrême d'une personne qui ne peut pas être challengée par une opposition pour prendre une décision politique et prendre un tel risque. La dictature de la Suisse, quoi, en gros. Comment vous interprétez du coup le revirement un peu dans la politique américaine? Là, avant les primaires dans les différents partis, il y a beaucoup de candidats qui mettaient Bitcoin dans leur programme. On a vu que Trump a fait un peu un feedback par rapport à ses positions et maintenant, essaye de draguer pas mal de Bitcoiners. Il est censé aller parler à Nashville là dans quelques jours. Il a recruté il a mis sur son ticket un call-lister, un VP qui est ostensiblement pro-Bitcoin. Comment vous l'interprétez et qu'est-ce que vous en pensez? Parce que pour le coup, les États-Unis, c'est un pays où il y a plein d'intérêts et c'est pas la volonté d'un seul homme qui pourrait réaliser ce qu'on décrit. Personnellement, je pense que ça m'étonne pas parce que globalement, les États-Unis ont très tôt eu des représentants politiques qui ont mis le sujet Bitcoin sur la table.
il y a plein d'initiatives, tout ce que fait Dennis Porter, par exemple, avec dans les différents États pour essayer de protéger les droits en gros des bitcoiners. Ça m'étonne pas que le sujet soit sur la table. Par contre, je suis assez étonné qu'il soit aussi haut en fait dans la liste, qu'il soit assez présent dans la campagne, que Trump directement parle de ça. Ça, pour moi, c'est assez étonnant et limite suspect, en fait. Bon, après, je suis suspect par défaut pour tout ce qui est politique. Mais après, je ne sais pas trop comment Après, pour Trump, d'après moi, ça s'explique aussi beaucoup sur le choix du mec qui run quand même sa campagne, c'est Vivek, le mec donc d'origine indienne, là. Et lui, il est totalement pro-Bitcoin, il est totalement pro-tech. Et on voit que depuis qu'il est passé dans son équipe de campagne, il y a eu un shift dans le discours de Trump qui est devenu pro-Bitcoin et globalement pro-crypto. Mais je pense que contrairement à la vieille Europe, aux États-Unis, ce qui a joué aussi un petit peu, c'est le fait qu'il y a quand même une industrie du mining. Et on voit que ce discours un petit peu pro-Bitcoin, il est quand même beaucoup parti du Texas. Il y avait Ted Cruz notamment, ça a pas mal bougé là-bas. Et on voit que c'est un peu comme tout, le système démocratique. Il s'enclenche quand c'est des entreprises cotées en bourse, donc forcément l'argent il ruisselle un petit peu vers les politiques et ils peuvent faire du lobbying et ça commence à bouger. Et là j'ai l'impression que sur ce qui se passe notamment à la conférence Bitcoin à Nashville, c'est qu'il y a une espèce de game theory sur à qui va draguer le plus les bitcoiners entre Trump, Kennedy. Apparemment il y a Kamala Harris aussi qui serait potentiellement qui parlerait à la conférence. Donc la machine est lancée quoi. D'ailleurs toi Francis, t'en penses quoi de la soi-disant annonce de Trump à Nashville? C'est pétard mouillé ou pas? Ben, premièrement, un truc qui est un peu différent que les États-Unis, c'est que le président des États-Unis a un pouvoir discrétionnaire qui est quasiment totalitaire sur l'administration publique. Donc, par exemple, au Canada, j'imagine qu'en France, c'est assez similaire. Les institutions publiques, l'Agence du revenu, le ministère des Finances, etc., les fonds d'investissement gouvernementaux, ils relèvent du cabinet du Parlement, alors qu'aux États-Unis, le président a un pouvoir discrétionnaire sur les agences fédérales. Donc, je ne sais pas exactement quelle agence fédérale il pourrait utiliser comme un véhicule pour faire une réserve stratégique de Bitcoin, mais d'après moi, le Congrès doit approuver le budget. Mais si le budget est déjà alloué à une agence gouvernementale, je crois que Trump aurait potentiellement le pouvoir discrétionnaire d'allouer le budget comme il le souhaite. D'ailleurs, je crois que c'est un peu ce qu'il avait fait avec la construction de son mur, là. Mais l'annonce, pour moi, Trump, c'est un calcul politique qui est totalement rationnel et extrêmement bien pensé. Il y a un concept en politique qui a été mis de l'avant notamment par Nassim Taleb et qui est de la minorité irréductible. En anglais, la minorité intolérante, qui et c'est un peu lié au concept du single issue voter, c'est-à-dire que tu peux influencer les politiques. S'il y a une minorité qui refuse de compromettre absolument sur un enjeu particulier, tu peux très fortement influencer les politiques publiques, même si cette minorité ne compose évidemment une minorité de la population. Donc aux États-Unis, combien de gens qui sont des bitcoins? Et c'est d'ailleurs, par exemple, ce qu'on voit avec, entre autres, le lobby israélien aux États-Unis. Là. Évidemment, les Juifs et les pro-Israéliens aux États-Unis, les Israéliens de manière générale, sont une minorité aux États-Unis, mais vu qu'ils ont ils ont cet enjeu d'Israël comme étant leur single issue sur lequel ils vont prendre leurs décisions sur la politique. Les bitcoiners, c'est un peu similaire. Hein? Moi, personnellement, si je suis un Américain, si je suis un bitcoiner, je regarde les politiques publiques qui sont proposées par les différents candidats. S'il y a un candidat qui me dit « je vais déréglementer le bitcoin, je vais protéger votre droit au self-custody et je vais possiblement faire une réserve stratégique nationale pour le bitcoin », ce qui, en tant que citoyen, une réserve stratégique nationale pour le bitcoin, ça m'affecte pas personnellement parce que je m'en fous, c'est le gouvernement, c'est les fonds du gouvernement. Quoique, ce que ça va faire pour moi directement en tant que citoyen, c'est que ça va faire augmenter le prix du Bitcoin, bien évidemment. Donc, je pense que Trump a compris qu'il y avait un 5 à 15 %, je ne sais pas exactement c'est quoi, aux États-Unis, qui pourrait aller chercher
uniquement basé sur la politique Bitcoin. Et ce qui est intéressant aussi, c'est je pense que Trump a rien à perdre. Hein. Un gouvernement a rien nécessairement à perdre, surtout un gouvernement qui est conservateur, qui cherche à aller chercher des votes plutôt chez les modérés. Trump va perdre aucun vote qui n'aurait pas déjà perdu en étant pro-Bitcoin. Right? Donc, c'est qui les gens qui sont anti-Bitcoin? C'est la gauche radicale, c'est la gauche environnementaliste. C'est des gens qui n'auraient jamais voté pour Trump anyway. Et tu as un genre de middle ground aux États-Unis qui sont les techies, les geeks, un peu le Silicon Valley. Pardon, ouais, tu sais, c'est des progressistes qui sont pas radicalement anti-Trump, qui peuvent être persuadés. On l'a vu avec Silicon Valley, avec les Balaji, les Chamath, les David Sachs, l'espèce de groupe de techies de Silicon Valley qui se sont ralliés à Trump, en partie peut-être à cause de sa politique crypto. Donc, c'est un calcul politique qui est totalement raisonnable à faire pour un gouvernement qui est un gouvernement conservateur. Donc, je pense que c'est presque impossible qu'un gouvernement de gauche prenne ce genre de décision. Parce qu'un gouvernement de gauche risque a pas grand-chose à gagner, a plus à perdre, je crois. Mais un gouvernement de droite qui cherche à aller chercher des modérés, je pense que c'est un calcul politique qui est très ingénieux. Et reste à voir c'est quoi exactement qu'il va proposer comme politique Bitcoin. Donc, OK, si on a un gouvernement qui est pro-Bitcoin, ça veut dire quoi en pratique? Est-ce que ça veut dire qu'il va déréglementer au niveau du SEC? Est-ce que ça veut dire qu'il va déréglementer au niveau de FinCEN, des politiques de KYC-ML? Est-ce que ça veut dire qu'il va faire une réserve stratégique nationale? On ne sait pas. Hein. Par exemple, c'est un gouvernement pro-Bitcoin, c'est pas nécessairement un gouvernement qui va rendre la vie facile aux Bitcoiners. Par exemple, au El Salvador, bon, il y a le gouvernement qui a mis en place la loi Bitcoin, mais la loi Bitcoin, elle n'a pas déréglementé le secteur financier, par exemple. Donc, une compagnie Bitcoin au El Salvador, c'est pas nécessairement facile. Il faut avoir une licence, il faut faire du KYC-AML. C'est très difficile d'avoir des relations bancaires au El Salvador. Donc, c'est bien de faire une Bitcoin law, c'est bien d'accumuler un stash de Bitcoin national, mais est-ce que ça a des conséquences directes sur les compagnies Bitcoin en pratique? Ça reste à voir. Et aussi, un autre événement politique qui va arriver bientôt, c'est au Canada, on a eu une dizaine d'années d'un gouvernement plutôt d'extrême gauche, le gouvernement libéral canadien qui est très, très socialiste, qui, sous toute vraisemblance, va être anéanti par un gouvernement conservateur qui, selon toutes les prédictions, va remporter une majorité spectaculaire aux prochaines élections qui ont lieu dans 1 an et demi. Et le chef du Parti conservateur canadien, plusieurs le connaissent, c'est un conservateur fiscal qui s'appelle Pierre Poilievre. Et je peux vous garantir qu'à niveau personnel, c'est un Bitcoiner. C'est un Bitcoiner qui est relativement convaincu, d'après moi. Je suis au courant de qui l'a Orange Pill, dans quel contexte il a été Orange Pill. Évidemment, il ne parle pas de Bitcoin publiquement en ce moment. Ça fait pas partie de sa plateforme politique encore. Mais clairement, le mouvement conservateur au Canada est un mouvement qui est prédominamment pro-Bitcoin. D'ailleurs, au Québec, le Parti conservateur du Québec a été le premier parti politique, je crois, mondialement, à accepter la vente de cartes de membership en Bitcoin aussitôt que 2014. Donc, à surveiller aussi au Canada, mais est-ce que ça va avoir un effet direct et concret sur la vie des Bitcoiners? Reste à voir. Ce que j'aime bien dans le discours de Trump, ce qui m'a vraiment surpris d'ailleurs, c'était son emphase sur the right to self-custody. Parce que ce qu'on voit, par exemple, dans d'autres pays comme en Europe, on se dirige vers tranquillement, mais sûrement, vers un régime où le self-custody va être potentiellement limité, ou potentiellement il va falloir utiliser un hosted wallet, entre guillemets, pour pouvoir utiliser Bitcoin, ou potentiellement, lorsque tu utilises un self-custodial wallet, tu vas avoir une réglementation accrue. Et lorsque Trump a fait dans son speech qui était à la convention du Parti libertarien, je pense il y a 1 mois et demi, il a très, très clairement dit « I will protect your right to self-custody Bitcoin ». Pour moi, ça implique qu'il y a quelqu'un dans sa campagne qui est très, très au fait
des valeurs de Bitcoin. Et comme le disait Gégé, je pense que très clairement, c'est Vivek. Et il a consacré ça, comme on l'a mentionné, avec le choix de son colistier J.D. Vance, qui est apparemment, selon les rumeurs, un Bitcoiner convaincu. Donc, je ne sais pas exactement quel genre de réglementation ou législation il pourrait mettre en place pour protéger le droit du self-custody. Mais très clairement, ce qu'on voit, c'est qu'ils vont pas mettre de réglementation. Je pense que c'est assez explicite. Ils ne vont pas considérer de réglementation qui limite le self-custody. Ça, c'est clair. Contrairement à, par exemple, l'Europe. Pour donner peut-être un bout de réponse à ce que tu disais tout à l'heure, je pense notamment la question sur s'il veut constituer une réserve stratégique, comment est-ce qu'il peut obtenir les fonds sans passer devant le Congrès. Alors, en point de précision, en France, c'est pas du tout comme au Canada, hein, le président a beaucoup de pouvoir discrétionnaire sur les administrations. Et en fait, je sais pas si vous vous rappelez des monologues de 4 heures de Jason Lowry, mais il y avait un truc au moins intelligent dans ce qu'il racontait, c'est que il y a quelque chose de vraiment particulier dans la structure de l'État américain, qui est que les intérêts stratégiques nationaux sont non partisans et en fait permettent de bypass le Congrès dans beaucoup de situations. Et donc en fait, à partir du moment où il arrive à trouver des experts juridiques ou des experts en sécurité nationale ou des trucs comme ça, enfin plein d'huile en fait dans les Three Letters Agency, qui vont pouvoir dire, en fait, constituer une réserve stratégique en Bitcoin pour les États-Unis, ça peut potentiellement être une manière de se défendre dans le cas où, par exemple, nos adversaires ou alors nos alliés ou alors d'autres pays décideraient de faire une spéculative attaque sur Bitcoin, justement, ou de passer sur un Bitcoin standard ou un truc comme ça. On pourrait argumenter qu'en fait, c'est un budget militaire, c'est une arme, et il pourrait utiliser, je sais pas, 20 ou 50 milliards du budget astronomique de la défense et du Pentagone des États-Unis pour constituer une réserve stratégique qui serait hors du balance sheet de la Fed, qui en pratique serait détenue et contrôlée par plutôt les military intelligence et le Pentagone. Et l'autre point que je voulais faire, c'est que moi, si je suis un homme politique et que je fais ça, par contre, je fais d'abord passer des lois pour en fait permettre aux institutions financières de mon pays de pouvoir front-run les annonces que je vais faire et le fait que je vais constituer une réserve. Et notamment, il y a un truc, je pense, qui est très technique, donc que les gens comprennent pas trop, donc c'est pas trop un problème électoralement, mais qui peut être assez smart, c'est de changer en fait les ratios de réserve réglementaires que les institutions financières doivent garder en fonction des actifs qu'elles ont sur leur balance sheet. Alors désolé, c'est un peu technique, mais pour essayer de l'expliquer, en fait, quand une banque elle achète par exemple un titre du Trésor américain, c'est pas du tout pareil que si elle achète une action ou si elle achète une once d'or. Si elle achète une once d'or, elle va devoir mettre beaucoup de réserves, donc immobiliser beaucoup de capital. Si elle achète de la dette américaine, elle n'a pas besoin d'immobiliser de capital. Et c'est par exemple de cette manière que le gouvernement incite les banques à acheter une grande partie de sa dette. Et il pourrait par exemple se dire, si on veut qu'elles accumulent du Bitcoin, on va leur créer un régime de réserve qui va être avantageux. Mettons que ce soit 1%, 2%, 5%, 10%, enfin quelque chose genre inférieur aux actions ou dans la même lignée. Et à ce moment-là, en fait, il pourrait, entre guillemets, aider les acteurs privés à front-run le truc et en faire une victoire nationale d'une certaine manière. Après, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est surtout un coup de génie politique. Mais en théorie, si on réfléchit à comment ça pourrait se faire en pratique, il y a des manières de pas forcément passer devant le Congrès dans des pays comme les États-Unis ou la France où le pouvoir exécutif concentre en fait pas mal de pouvoir du fait de la raison d'État. Et surtout que en fait, les bitcoins, ils les ont déjà dans le département de justice américain. Ils ont même pas besoin de l'acheter sur le marché. Ils ont déjà, je crois, ces 100 000 BTC qui ont été saisis. Donc, ils auraient juste à le transférer ou à le laisser là-bas, tu vois, et à dire on le garde et ça devient une arme, ou le passer dans les réserves du gouvernement, tu vois. Ouais, mais à mon avis, comme c'est en fait, c'est dans le budget d'une administration, je pense que tu peux pas transférer le budget d'une administration vers une autre comme ça. Parce qu'en gros, tu enlèves une ligne de budget à une pour en rajouter à l'autre, donc je pense qu'il y aurait quand même un achat. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même un échange de lignes budgétaires. Donc, ce que perdrait par exemple le département de justice ou le FBI, je crois qu'il y a des bitcoins aussi, il faudra qu'il y ait une compensation de l'autre côté. Donc voilà, après, ce que dit Zathéo, c'est assez intéressant sur l'aspect stratégique et l'aspect long terme qui doit être forcément transpartisan, quoi. Parce que
Donc, il faut qu'en fait, ce soit des huiles administratives qui prennent cette décision et qui soient, je veux dire, des huiles qui aient une espèce de garantie d'être toujours aux manettes, le deep state, quoi, qui est à la fois démocrate et républicain, qui gère cette décision, parce que c'est une décision dont les conséquences, voilà, on va les voir sur 10, 15 ans, donc c'est pas quelque chose qui doit être partisan. Et je savais pas, par exemple, que Kamala Harris allait aussi à Nashville, mais ça reste une rumeur, hein. Ça a été- C'est pas confirmé. Non, ça a été infirmé d'ailleurs. Ah, d'accord. Là, Ok. récemment. Mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit un sujet voilà, qui soit complètement, pas partisan pour le coup. Enfin, en tout cas, pour que ça marche, il faut que ça le soit pas. Sinon, en termes de choses qui pourraient changer pour les bitcoiners là-bas, et dont on n'a pas parlé, c'est peut-être la fiscalité. Parce qu'il me semble qu'aux États-Unis, en France, on a la flat tax, mais aux États-Unis, j'ai l'impression que la fiscalité est beaucoup plus compliquée. La fiscalité sur les cryptos en général, j'ai l'impression que c'est un peu un clusterfuck et que ça pourrait être un truc qui pourrait changer, par exemple. Et juste un truc aussi, l'avantage de ne pas passer devant le Congrès ou l'Assemblée, peu importe, quand tu fais ce genre de truc-là, c'est aussi qu'en fait, si tu peux démocratiquement les acheter, tu peux aussi démocratiquement les vendre. Et vous connaissez la démocratie, quoi. Enfin, il suffit qu'on soit en bull market et la foule va être aussi débile qu'un des traders. Et donc tu vas avoir réussi à faire l'exploit de faire acheter, je sais pas, 50 000 bitcoins à la France pour qu'ils les revendent au prochain cycle, tu vois. Et finalement, ça va. Ils vont acheter au top et ils vont vendre au bottom. Et finalement, ça va leur rapporter peut-être 4 heures de dépenses de l'éducation nationale, quoi. Un truc que Trump pourrait faire, je crois, sans devoir passer par le Congrès, ça serait, comme tu disais, Gilles, par rapport à la fiscalité, ça serait une exemption pour les gens qui veulent dépenser des bitcoins. Je pense qu'en ce moment, il y a une exemption en France qui est comme de 300 € par année. Aux États-Unis, de mémoire, je suis pas 100% sûr, je pense que c'était 650 $. Un truc c'est très facile à faire au niveau réglementaire, ce serait de, par exemple, lever l'exemption jusqu'à 10 000 $. Comme quoi, tu peux dépenser jusqu'à 10 000 $ de Bitcoin par année sans devoir déclarer un gain en capital sur les dépenses que tu fais en Bitcoin. Je pense que ça serait vraiment génial. Aussi, au niveau de la réglementation KYC et AML, d'après moi, tu n'as pas nécessairement besoin de voter une loi au Congrès pour réduire le burden KYC et AML des entreprises Bitcoin. Ce serait quelque chose que je pense un executive order du président américain pourrait modifier la réglementation sur le KYC et AML aux États-Unis. Un truc aussi avant de repasser vers la France, parce que j'aimerais qu'on repasse un peu vers la France, mais aux États-Unis, il y a beaucoup d'entités qui sont extrajudiciaires. Hein. On parle du CIA, du DHS, du FBI, la Fed. De la NSA, tu sais, toutes les entités qui composent ce qu'on pourrait appeler le cartel des spooks, tu sais, le dark government. Et moi, j'ai toujours eu comme intuition que ces entités-là détiennent plus de Bitcoin qu'on le croit, que c'est des bitcoins qu'ils peuvent utiliser pour leur dark budget. Ça, c'est des institutions qui typiquement ont des budgets noirs, tu sais, des budgets qui sont pas publics. Et si j'étais une organisation de contre-espionnage ou d'espionnage ou un spook, en tant qu'institution, je serais très, très intéressé par Bitcoin pour deux raisons. Un, pour me hedger contre un collapse du gouvernement. Donc, ces institutions-là, on parle spécifiquement de la CIA et de la NSA, pas nécessairement du DHS, là, mais CIA et NSA. Ce sont des spooks qui, d'après moi, pourraient vouloir se hedger d'un collapse de la monnaie américaine pour pouvoir continuer leurs opérations, et également du fait que Bitcoin est une monnaie qui, malgré le fait que ce soit traçable sur la blockchain, on s'entend un expert en Bitcoin est très, très capable de faire des transactions de manière anonyme là, avec Bitcoin, même si c'est traçable sur le ledger, de pouvoir dépenser de l'argent dans leur budget noir. Donc, c'est-à-dire que si le gouvernement américain, si la CIA souhaite, financer des Yéménis ou des gens, des révolutionnaires en Iran ou je sais pas trop quoi, sans devoir passer par le Congrès, sans avoir de oversight, ce serait très, très facile pour eux de faire ça avec des bitcoins. Donc, je le sais pas, c'est juste une intuition, mais ces intuitions, d'après moi, ont potentiellement l'œil sur Bitcoin pour des raisons autres que des raisons qui soient purement de politique publique. Là, c'est de la préservation d'institutions, un hedge contre leur propre gouvernement. Et une question aussi intéressante, c'est quel est l'effet d'un gouvernement qui détient les clés d'un wallet Bitcoin, par exemple? Ça, je veux pas trop diverger, mais j'ai trouvé ça très intéressant.
par exemple, au El Salvador, le gouvernement détient 5500 bitcoins. Qui détient les clés et est-ce que ça a un impact sur une transition gouvernementale? C'est-à-dire que, bon, si jamais il y a une transition gouvernement de Bukele qui se fait, je sais pas, qui se fait remplacer par un parti politique concurrent, qu'est-ce qui se passe avec les réserves de Bitcoin? Qu'est-ce qui se passe si l'élection est contestée? Et par exemple, qui est custodian de ces Bitcoins? Est-ce que c'est BitGo? Est-ce que c'est Coinbase? Est-ce qu'ils sont en self-custody? Bon, ben, si c'est BitGo ou Coinbase qui est custodian et qu'il y a une élection et que l'élection est contestée, ça devient à qui le rôle de déterminer qui est le gouvernement légitime? Tu sais, est-ce que c'est Coinbase qui va finalement décider à qui transfère les clés? Une question un peu plus complexe, mais c'est sûr que le custody de Bitcoin, c'est très, très complexe. Hein. En termes de gouvernement, c'est comme c'est un peu similaire à la question de l'héritage. Hein. Donc, quand tu meurs, à qui va tes bitcoins? Comment tu t'assures que ça se passe? Ben, pour un gouvernement, c'est la question qui se pose à chaque 4 ans, en fait, à chaque cycle électoral, si le gouvernement change. Donc, bon, je pense pas que... Après, on y arrive pour les codes nucléaires. Donc, je pense qu'on devrait pouvoir aussi y arriver pour des wallets, quoi. True. Et pour le El Salvador, il me semble que c'est Coinbase qui les custodie. Ça, c'est incroyable quand même en termes de souveraineté par rapport à un État, que ce soit les États-Unis en fait qui aient la main sur le budget du El Salvador. Bon, après le El Salvador, forcément, ça représente, je crois qu'en termes de PIB, ça représente 1% de la Californie, donc c'est vraiment peanuts. Mais c'est fou et je pense que ça ouvre quand même des questions sur la self-custody, notamment par des gros acteurs. Moi, mon point, c'est que je pense que Bitcoin est quand même un petit peu plus adapté à la self-custody pour les individus. Mais bon, après, ça se débat. Mais ouais, on pourrait ramener peut-être quand même le débat sur la France parce que on parle là du monde anglo-saxon, des États-Unis, du Canada, des petits pays un petit peu outsiders et que ça commence à bouger donc pour Bitcoin là-dessus. Mais dans notre vieille Europe, notamment en France, on voit qu'on est vraiment mais hyper loin d'avoir Bitcoin dans le débat public. Concrètement, si je veux le faire en in a nutshell, on va dire. La gauche, c'est taxer les riches, augmenter le salaire minimum et bloquer les prix. Et la droite, c'est l'insécurité, l'antisémitisme et l'immigration. Qu'est-ce que vous pensez qui va être le catalyseur? Comment ça se fait qu'on soit à la bourre sur ces sujets-là? Et qu'est-ce qui pourrait faire changer la donne? Écoute, moi je pense que justement, si jamais on est sous tutelle de la Commission européenne, je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont changer. Notamment parce que, c'est ce que je disais à la fin de l'article, quand un pays se retrouve dans cette situation, on a mentionné la Grèce tout à l'heure, mais par exemple, ça a été le cas du Royaume-Uni en 1976, c'est le FMI qui prend le contrôle du Royaume-Uni, qui leur impose un programme d'austérité, et bizarrement, 3 ans après, il y a Thatcher, quoi. Et Thatcher n'aurait jamais pu arriver si en fait, on n'avait pas déjà plus ou moins forcé les enfants de la démocratie à regarder la réalité en face sur l'état des comptes de leur pays, pour finalement se dire on n'a pas le choix, donc il faut finalement qu'on vote pour des partis politiques qui vont proposer ça. Et en France, on n'a aucune offre politique qui propose les réductions des dépenses publiques, les équilibres budgétaires, etc. Parce qu'on a la droite la plus bête du monde qui a complètement abandonné les thèmes économiques et qui effectivement est complètement empreinte du même étatisme qu'on retrouve dans tous les autres bords politiques. Mais du coup, c'est pour ça que, vu qu'en France, même s'il y a beaucoup de bitcoiners, en fait, la culture et le fait qu'il y a un intérêt monolithique entre les classes médiatiques, politiques, managériales et entrepreneuriales, parce que tout le monde dépend de l'État, tout le monde sort des mêmes écoles, tout le monde, entre guillemets, habite au même endroit, etc. C'est pas comme aux États-Unis, je vois pas genre des groupes d'intérêts divergents qui pourraient faire que ça pourrait être une bonne stratégie d'adopter Bitcoin, comme le décrivait Francis avec Trump. À l'inverse, si tu mets le pays au contrôle du FMI ou de la Commission européenne et que tu laisses plus le choix à personne, pourquoi pas, tu vois. Peut-être qu'à ce moment-là, il y a peut-être une sorte de parti, au moins un début de débat qui va se faire pour regarder les choses pragmatiquement et se dire si ça nous permet d'être moins pauvres, pourquoi on ferait pas ça, quoi. Un truc qui est fascinant avec la France, c'est que dans le monde anglo-saxon, la droite soi-disant sociale est fortement associée à la droite économique. Hein. Donc, quand on regarde par exemple le mouvement MAGA de Trump, qui est un mouvement qui est
fortement propulsé par l'immigration. Donc, je crois que l'offre politique principale de Trump, c'est la déportation des immigrants illégaux et la construction du mur aux États-Unis et l'arrêt de l'immigration massive. Mais dans le même parti politique, tu as des libertariens de l'économie autrichienne qui sont extrêmement influents. Donc, évidemment, on a Vivek, mais on en a d'autres. Même chose au Canada, où est-ce qu'au Canada, tu as le gouvernement conservateur qui est conservateur un peu social, mais qui est vraiment un conservatisme fiscal. Et j'avais la discussion avec mon père. Mon père, c'est un ancien politicien québécois, c'est un ancien analyste politique. Et on parlait de la droite en France. Et finalement, ce qu'on se disait, c'est que la droite en France, c'est pas de la droite, hein. C'est de la gauche esthétique, c'est de la gauche économique qui a des politiques de droite sociale, mais j'ai regardé le budget prévisionnel du Front national, qui est considéré comme l'extrême droite. C'est un budget qui est totalement à gauche. Je sais pas si Théo, toi, tu connais bien la politique française. Je pense que c'est peut-être les libéraux en France, mais est-ce qu'il y a un parti de droite économique en France qui pourrait potentiellement devenir un parti d'importance? Parce que moi, je vois le Front national et selon moi, c'est un parti qui est fondamentalement socialiste, là. Ouais. J'ai juste envie d'ajouter juste un petit point de détail. Ce qui est super intéressant à analyser, c'est qu'on parlait beaucoup à l'époque de Jean-Marie Le Pen pour son supposé racisme, antisémitisme et toutes ces choses-là. Mais par rapport à l'échiquier actuel, il était présenté un petit peu à l'époque comme le Ronald Reagan français. Et par rapport à l'échiquier actuel, le mec serait, s'il était actuellement en politique en France, ce serait limite un libertarien. Donc c'est assez intéressant aussi d'analyser que au Front National, le discours a beaucoup changé depuis qu'il y a eu la passation de pouvoir avec sa fille, donc Marine Le Pen. Mais c'est très intéressant ce que dit Gégé. En fait, c'est pas que la passation de pouvoir avec sa fille, c'est en fait aussi l'entrée dans l'Union. Et c'est aussi pour ça qu'en fait, Francis, je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas de droite qui a un programme économique de droite en France. C'est parce que, vu qu'on a transféré notre souveraineté économique, monétaire sur les barrières douanières, sur les taux d'intérêt, sur les taux de change, sur en fait quasiment absolument tout à l'Europe. En réalité, la marge de manœuvre, c'est juste de composer un budget chaque année et de décider de oui ou non rester dans les critères de Maastricht, et éventuellement d'influencer à l'échelle de l'Eurogroupe. Mais bon, c'est un peu de la politique floue, ça. Et donc, je sais pas comment dire, mais en fait, ça fait même plus partie des thèmes de programme parce que plus personne dans l'échiquier politique n'a de souveraineté là-dessus. Et donc, je pense que d'une certaine manière, c'est normal que tous nos partis soient uniformisés dans une espèce de débat sur les questions sociales parce que c'est un peu le seul pouvoir qu'ils ont, quoi. Et donc, du coup, effectivement, on se retrouve à regarder la législative où effectivement, c'est 50 nuances de socialisme. Alors, il y a un socialisme plus patriotique et national, il y a un socialisme qui est plus néolibéral et, on va dire, mondialiste, représenté par Renaissance et Macron. Et on a un socialisme un peu de gauche et d'extrême gauche, wokiste, mais c'est un des seuls pays dans le monde. Et les autres seuls auxquels j'arrive à penser sont aussi des pays de l'Union européenne, donc je pense que c'est ça la raison, où effectivement ce débat-là n'a plus lieu en fait. Donc si la France, par exemple, la France n'ayant presque aucune souveraineté, si la France voulait par exemple émettre de la dette pour accumuler une réserve stratégique de Bitcoin, ce qu'elle est en train de dire, c'est qu'il serait probablement sanctionné par l'Union européenne ou par le Fonds monétaire international, parce que ces institutions leur diraient si tu vas émettre de la dette, ça va être pour réduire tes dépenses ou ça va être pour équilibrer ton budget. On va pas te permettre d'émettre de la dette alors que tu es déjà endetté envers nous pour acheter des bitcoins, right? Alors, c'est là que je pense que en fait la technicalité du droit et des institutions rentre en ligne de compte. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait le faire et ce serait très mal perçu, mais on pourrait le faire de manière légale au terme des traités parce qu'on peut faire en sorte d'accumuler, entre guillemets, comme on avait la discussion avec les États-Unis, on peut accumuler ces bitcoins sur le balance sheet d'institutions qui elles-mêmes ont leurs propres canaux de financement et ça ne va pas rentrer dans la dette de l'État français au sens comptable, tu vois. Et c'est déjà des arnaques qu'on fait depuis très longtemps en France pour cacher sous le tapis les dettes de certaines de nos administrations. Par exemple, la dette de 3 200 milliards dont parlait Gégé, elle ne prend pas en compte le déficit et la dette courante de la SNCF, ni d'EDF,
elle ne prend pas en compte les dettes des régions, des intercommunalités, j'arrive pas à prononcer ces conneries. Enfin bref, donc en fait, on est les maîtres de l'arnaque comptable en France et aussi de l'invention des impôts, c'est pas pour rien. Et en fait, on pourrait le faire. C'est juste que, ouais, ce serait justement pas très démocratique et ce serait un peu fait dans le feutré, quoi. Ouais, puis une dette qu'on parle jamais, c'est en anglais on appelle ça les unfunded liabilities. Je sais pas c'est quoi, comment on dit ça en français, Théo? C'est en gros, je vais l'expliquer plutôt, mais le terme français, c'est les engagements non, je ne sais pas si c'est financé ou provisionné. En gros, c'est ce que l'État va devoir payer dans le futur. Donc, par exemple, les retraites, la sécurité sociale. Donc, c'est des engagements qui sont légalement pris, mais pour lesquels il n'y a eu aucun financement qui a été fait. Donc, il n'y a pas d'épargne de côté ou il n'y a pas de dette ou de budget qui ont été alloués à ça. Et donc, en fait, c'est de la dette future qu'on n'a pas encore financée, mais qui ne rentre pas dans le calcul qu'on fait habituellement de notre dette parce qu'elle n'a pas été titrisée, émise et achetée par quelqu'un. Effectivement, aux États-Unis, c'est un énorme sujet parce que la dette américaine, c'est 35 000 milliards de dollars, mais les unfunded liabilities dont on parle, c'est 200 000 milliards de dollars. Et c'est ça qui fait que le pays est complètement broke, en fait. Et en France, c'est pareil, vu qu'on a un système de redistribution, entre guillemets, très généreux, blablabla, et que toutes nos caisses de redistribution, que ce soit la sécurité sociale, les retraites, les allocations, etc., sont en déficit chaque année, pareil, les unfunded liabilities en France, je ne sais pas du tout à combien elles s'élèvent, mais c'est assez énorme comme chiffre. Je pense que personne ne sait, en fait. Si, justement, mais il faudrait peut-être demander à Yorick, parce que la Cour des comptes, elle regarde ça. Par contre, c'est toujours un truc qui est enterré dans les rapports. Ils le reprennent même rarement dans les conclusions finales et tout. Puis bon, les rapports de la Cour des comptes, voilà quoi. Enfin, ça fait 2000 pages de jargon technocratique, c'est un peu insupportable. Les livres, quoi, de toute façon. Ouais, quand tu combines ça avec une décroissance démographique, c'est là que ça devient catastrophique parce que essentiellement les unfunded liabilities, c'est les retraites et les soins médicaux pour les vieux, etc., etc. Et c'est financé entre guillemets ou provisionné entre guillemets par le cash flow de la prochaine génération qui va entrer sur le marché du travail et qui va être taxé. Mais avec une croissance démographique qui est excessivement faible, je pense qu'en France c'est 1,7 enfants par habitant. Puis d'ailleurs, je pense que c'est un des plus gros en Europe. Là. Mais on a une population de jeunes qui diminue, hein, et on a une population de vieux qui augmente. Et je pense qu'il y a absolument aucun plan pour financer ces dépenses publiques. Et je pense que c'est quelque chose que, vu que le cycle politique, c'est un cycle de 4 ans, c'est pas un cycle de 20 ans, les gens ils se posent pas la question, mais si la France est moindrement comme le Québec, puis je pense que c'est quasiment encore pire en France, on s'entend que ton régime de retraite pour les jeunes qui ont entre 20 et 30 ans aujourd'hui, c'est complètement absurde de penser que si la tendance de médecin, quand tu auras 65 ans, tu vas avoir une retraite. Là. Je veux dire, dans 30 ans, personne ne va toucher sa retraite. Donc ça, pour moi, c'est peut-être le meilleur pitch pour la plus jeune génération, ou pas nécessairement les plus jeunes, mais n'importe qui est millennial ou Gen X, donc entre 25 puis 45 ans, quand tu vas avoir 60 ans, tu n'auras pas de retraite. Là. Fait que tout ton plan de retraite, il va sur lequel tu bases les 40 prochaines années de ta vie, c'est considéré par les citoyens comme étant une certitude que quand je vais... c'est pour ça que c'est un sujet qui est si sensible à la retraite, c'est parce que tu planifies ton budget, tu planifies ta vie basée sur ta retraite. Et si les gens savaient que dans 20 ans, c'est absolument impossible que tu vas pouvoir toucher ta retraite, ben c'est là que le pitch de Bitcoin au niveau des particuliers devient le plus en plus intéressant. C'est un hedge contre les unfunded liabilities que le gouvernement va jamais pouvoir honorer. Ouais, c'est hyper pertinent le point que tu faisais. Tous ces systèmes de caisses de retraite, etc., ils ont été inventés au sortir de la Seconde Guerre mondiale et au début des 30 Glorieuses. Donc à un moment donné où il y avait une croissance démographique gigantesque et où tu avais en gros dans l'Occident 3% de croissance réelle par an. Et donc en fait, ça faisait sens parce que tu avais peu de vieux ou de malades dont il fallait s'occuper, une population active qui grossissait, qui gagnait de plus en plus d'argent et qui pouvait utiliser ses cash flows pour payer pour ça. Et là, on est exactement dans la situation inverse. Donc, en fait, le système, il est structurellement en faillite. Et effectivement, le plan B devrait être considéré direct parce que c'est mathématiquement impossible que ces engagements soient tenus. Ouais, moi, je voulais dire que par rapport à la retraite, moi, de toute façon, par intuition, même avant d'être bitcoiner, j'avais quand même un sentiment que je ne pouvais pas trop compter sur ma retraite de toute façon. Et je pense que je ne suis pas le seul à avoir cette conviction. Et je pense que la protection que les Français ont, et ce dont on n'a pas parlé, c'est que les Français,
une grosse spécificité, c'est qu'ils ont beaucoup d'épargne. Et là, on a pas mal de mecs, notamment à gauche, qui parlent justement comme éventuelle solution par rapport à la situation de dette de la France, qu'on pourrait éventuellement aller puiser dans les 6 000 et quelques milliards d'épargne qu'ont les Français. Donc encore une fois, ça, c'est quelque chose quelqu'un qui, par exemple, a économisé toute sa vie justement en pensant que la retraite, il n'est pas sûr qu'il aura beaucoup, voilà, qu'il a mis un peu d'argent de côté. Globalement, aujourd'hui, si on lui dit que on va aller puiser dedans, quelles sont les solutions? Et encore une fois, là, je pense que toute cette population-là qui épargne en euros ou dans d'autres trucs pourrait éventuellement penser à l'option, le plan B, quoi, le fameux plan B, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à justement la volonté politique de certains d'aller puiser dans l'épargne des Français? C'est sûr Il qu'ils y a vont le faire. il y a la vidéo de GG qui dit tout. Hein. Non, c'est sûr qu'ils vont le faire, puis ils vont le faire soit directement, soit indirectement. Par exemple, au Québec, on a un gros hedge fund qui manage les fonds de pension des employés du secteur public, qui s'appelle la Caisse de dépôt du Québec. Et c'est pas comme si le gouvernement est allé puiser dans la Caisse de dépôt du Québec pour financer ses déficits, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mandaté la Caisse de dépôt du Québec pour aller financer des projets d'infrastructure publique. Donc, les fonds de pension des fonctionnaires québécois ont été utilisés pour financer, entre autres, des projets d'infrastructure publique comme un gigantesque monorail qui relie l'aéroport de Montréal au centre-ville de Montréal, etc., qui fait partie du grand projet d'électrification des transports et du transport en commun. Et c'est un projet qui est déficitaire à coût de plusieurs milliards de dollars. C'est une grosse perte. Et c'est pas le gouvernement qui a financé ça, c'est le régime de retraite des fonctionnaires. Donc, soit ils vont aller puiser directement dans les épargnes, soit ils vont mandater, je sais pas comment ça se passe en France là, mais les institutions qui gèrent les épargnants des fonctionnaires publics ou des particuliers, ils vont leur dire bon à partir de maintenant, afin de maintenir vos statuts fiscaux avantageux ou afin de maintenir votre standing, il faut que au moins 20% de vos investissements soient dans l'infrastructure publique française et des investissements qui n'ont pas de valeur commerciale basée sur le marché, mais qui ont une valeur politique, par exemple la construction d'HLM ou je sais pas des projets de transport collectif, etc. Donc pour moi c'est garanti qu'ils vont le faire. Là. C'est déjà quelque chose qui se fait au Québec et si ça se fait au Québec, normalement le Québec imite un peu la France. Et je ne sais pas si c'est le cas aussi, mais j'imagine que le gouvernement français doit aussi regarder ce qui se passe au Québec pour voir qu'est-ce qui est politiquement acceptable. Et il n'y a aucun Québécois il y a pas eu une manifestation dans la rue là. Quand la Caisse de dépôt du Québec a décidé d'investir dans ce fucking monorail qui a coûté, je sais pas, 10 milliards, I don't know, c'est combien, et qui ramène absolument zéro. Il y a personne qui a bronché. Et du fait aussi que les retraites sont extrêmement mal investies. Juste pour l'anecdote, la Caisse de dépôt du Québec a investi dans Celsius. Right? Investi dans des vraiment grosses conneries. Donc, la plupart des investissements des fonds de pension institutionnels, ce sont des investissements qui sont garantis par le money printing et le fiat go up. Hein? Donc, c'est pas des investissements qui sont intelligents et bien réfléchis. C'est des investissements qui dépendent du fait qu'on imprime de l'argent, que le stock market go up, que le real estate go up. Mais une affaire que je vous dis, c'est que si le real estate au Canada s'écrase, je suis sûr que c'est pareil en France. Les fonds de pension, les fonds de retraite, ils sont complètement fucked. Hein? Donc, parce qu'une grande partie de l'épargne des Québécois, elle est basée sur le real estate. Ouais, alors juste, il y a un truc que tu oublies, c'est qu'en France, nous, on a le meilleur système du monde, tu sais. On n'a pas de fonds de retraite. On a un système par répartition. Donc, en fait, il n'y a pas d'argent à investir. Parce que, tu sais, nous, on fait du capitalisme, mais sans capitaliser. Parce que comme ça marche moins bien et du coup, on est unique. Mais donc, en fait, si tu vois la vidéo que GG a fait l'autre jour et qu'il a mis là, je crois, en pin tweet sur le Space, nos politiciens, à chaque fois, quand ils parlent de saisir l'épargne, c'est vraiment, ils parlent de 6 000 ou 7 000 milliards d'euros à chaque fois. En fait, cette épargne, c'est en gros essentiellement les assurances vie à hauteur de 2 000 milliards d'euros. Mais en fait, dans ces assurances vie, c'est essentiellement déjà de la dette française ou de la dette d'autres pays européens. Donc, ils saisiraient les créances sur leurs propres dettes. Bon, à la limite, ça make sense. Mais donc ça, c'est vraiment saisir en gros pour le kidam moyen, c'est on va prendre de l'argent sur son compte.
Après, tu as les comptes à revenus garantis, genre tout ce qui est assurance vie, livret, PEL, etc. Ça, c'est de l'argent qui, un peu comme les fonds de pension que tu décrivais, qui, lui, est investi dans des projets genre logements sociaux ou des trucs comme ça. Donc là, en fait, l'argent que tu as sur le compte, il est payé par la rentabilité supposée de ces trucs-là, mais il n'y a pas un petit coffre où on peut aller le saisir. Donc ça marcherait pas. Tout ce qu'on pourrait faire, c'est éventuellement rug pull les gens qui ont un compte et leur dire on garde les projets, mais on vous servira rien sur ça et votre capital, il est perdu. Et après, en gros, sans faire le détail, parce que c'est un peu long et chiant, mais tout le reste, c'est des investissements en actions ou des trucs comme ça. Donc en fait, il n'y a pas tant d'épargne liquide que ça à saisir. L'essentiel des actifs des Français qui leur appartiennent vraiment, c'est de l'immobilier. Et donc là, ça veut plus te dire genre augmenter les droits de transmission, augmenter les droits de création de nouveaux droits de propriété, donc les droits de cession notariaux. On est déjà au max là de toute façon. Donc, Ouais, c'est ça, on est déjà à fond, on était déjà les premiers dans le monde, donc ça va être ça va piquer, putain. Ça, tu peux l'augmenter parce que c'est assez consensuel, parce qu'en fait, genre, la plupart des gens vont penser que si tu fais une transaction et que tu vends de l'immobilier, de toute façon, tu as fait une grosse plus-value, donc si qu'on te prenne 8% ou qu'on te prenne 15%, de toute façon, c'est de l'argent que tu n'as pas gagné, tu vois. Et donc, dans la mentalité française, c'est très bien ça. Alors qu'à l'inverse, si tu baisses le SMIC de 5 euros, t'es un nazi, quoi. Donc, honnêtement, après, moi, je suis persuadé qu'ils sauront faire la gymnastique pour trouver cet argent quelque part. Et donc, c'est pour ça qu'on a tout intérêt à avoir du Bitcoin en self-custody, parce que c'est peut-être le seul endroit où ils n'arriveront pas à le saisir. Une façon de saisir l'épargne, qu'est-ce que t'en penses, Théo? Je pense que ça serait peut-être l'impôt sur la succession. Hein? Ça revient un peu au même à saisir l'épargne. Ouais, il y a ça. Après, en fait, c'est la manière dont fonctionnent nos élites. Ils ont tendance à faire des grosses usines à gaz très compliquées. Donc, je pense que ce serait prendre plein à plein d'endroits. Mais c'est sûr que pour que ce soit accepté, il faudrait qu'il y ait une idée de justice sociale derrière. Donc, je pense qu'effectivement, le plus logique, c'est genre succession, bail-in, par exemple, ou haircut sur des gros comptes, ou genre peut-être des caisses de pension privées, enfin, des trucs comme ça. Moi, je m'inquiète pas. En sachant que les lois sont déjà passées sur le sujet. Il y avait eu la loi Sapin qui autorisait notamment le bail-in, donc qui autorisait l'État à taper dans l'épargne des Français, donc sur des comptes bancaires au-dessus de 100K, pardon. Est-ce que ça pourrait être utilisé pour ça en détournant un petit peu la narrative? La loi Sapin 2, c'est un truc qui a été passé en 2015, qui a été passé le 15 août, quand tout le monde est en vacances et que personne ne regarde la télé, évidemment, parce que comme ça, les gens ne comprennent pas. Et qui en fait dit que si une banque fait faillite en France, elle peut se recapitaliser en prenant tout ce qu'il y a sur les comptes de dépôt au-dessus de 100 000 euros, enfin par contre, au-dessus de 100 000 euros. Mais en pratique, c'est un peu une loi fumeuse, parce que du coup, l'association des banques, là, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, elle avait fait un papier pour expliquer combien il y avait. En fait, c'est vraiment pas grand-chose, parce que les gens qui ont... en fait, tu gardes pas du cash dans le fiat system quand tu as de l'argent, genre tout le monde sait très bien ça, et à partir du moment où tu as de l'oseille, si tu l'as encore et que tu es là pour la garder, c'est que tu sors sur l'inflation en investissant dans quelque chose et en empruntant. Donc, en réalité, je suis pas sûr que cette loi-là, elle pourrait faire beaucoup de mal. Mais et puis surtout, il faudrait déjà passer par une faillite bancaire, donc il faudrait quelque part la BCE et laisser tomber les banques, quoi. Mais moi, je pense qu'il y a plein de moyens pour lesquels ils peuvent être inventifs. Par exemple, avec toutes les narratifs ESG, réchauffement de la planète, ils peuvent par exemple jouer sur la TIPP, la taxe sur tout ce qui est pétrolier, augmenter le prix de l'énergie. Enfin, ils ont plein de leviers possibles pour ponctionner un max aux Français. Donc, personnellement, je ne suis pas trop inquiet sur l'inventivité de nos gouvernements pour nous taxer, quoi. Ouais, mais après, il y a aussi un autre truc dont on a parlé tout au début et sur lequel on n'est pas revenu, hein. C'est que les pays qui sont dans cette situation qu'est la nôtre, où ils sont en surendettement et que leur dette est détenue par des étrangers, d'abord, ils se prostituent et ils vendent à la découpe, hein. Donc, avant même tout ça aussi, ce qu'on va constater, c'est énormément d'actifs français qui vont être revendus à des étrangers. Justement pour pouvoir essayer de maintenir un minimum les administrations viables budgétairement. Comme quand la Grèce, par exemple, a vendu ses ports à la Chine à l'époque, quoi. Ouais, exactement. Et c'est d'ailleurs, c'est ce genre de truc au Québec qui causerait une révolution. Hein. Si jamais le gouvernement québécois décide de vendre Hydro-Québec, par exemple, de privatiser notre monopole, on a un monopole sur l'alcool au Québec, là. C'est comme si tous les Nicolas étaient gérés par le gouvernement. Ça, c'est le genre de choses qui, selon moi, est politiquement
impossible. Je pense que imagine que le gouvernement de la France déciderait de vendre EDF aux enchères. Est-ce que c'est quelque chose qui vraiment passerait au niveau politique? EDF, je sais pas, mais en fait, ils le font déjà. Hein. On vend des ports, des aéroports, des gares. C'est juste qu'on n'en parle pas trop, en fait. Mais on est déjà en train de vendre une partie de nos actifs. Déjà, à l'époque de Sarkozy, quand les Qataris sont venus à Paris, ont acheté plein de trucs, ont acheté le PSG, etc., etc., on leur a vendu l'hôtel de la Marine, qui en soi appartient à la ville de Paris, et on leur a vendu plein de bâtiments qui appartiennent à différentes administrations, à l'État. Quand on a vendu plein de bâtiments dans Paris récemment, à des ambassades qui voulaient déménager ou des trucs comme ça. Et en fait, ça fait pas la une des journaux et c'est jamais des transactions énormes à chaque fois. Mais petit à petit, en fait, il faut voir que le patrimoine des administrations françaises, de l'État français, etc., il y a quand même plein d'actifs qui ont énormément de valeur. Hein. Donc, et ça va pas forcément être quelque chose de burlesque en mode je sais pas, on vend Versailles aux Saoudis et ils en font des courses de chameaux, quoi. Ça peut être assez insidieux et en fait juste vendre petit à petit notre meilleur real estate, les vignobles, les caves de l'Élysée. Il y a des tonnes de trucs à vendre, de l'art, des artefacts, des monuments, des droits touristiques, des droits d'image. C'est certain qu'il y aurait un paquet de Chinois qui seraient intéressés à acheter les œuvres d'art au Louvre. Hein. Ça, c'est pas discutable. Est-ce que tu es en train de me dire un jour que Théo, je vais pouvoir acheter Saint-Pierre et Miquelon? Je sais pas si tu connais Saint-Pierre et Miquelon. Ouais, je dirais pas non. Le Mont-Saint-Michel. Non, moi je vous propose la meilleure citadelle en France, j'ai déjà fait l'étude, c'est Avignon, mais on en reparlera. Je pense qu'on va bientôt ouvrir aux questions au lieu de partir en café commerce. J'aime bien la forteresse d'Henri IV à Pau. Combien tu penses que ça vaut, ça? Ça dépend combien on doit. Je sais pas combien vaut l'euro parce que ça n'a pas de prix. Si on est rendu là, l'euro veut plus grand-chose. Ouais. D'ailleurs, si jamais il y a des gens qui sont dans le space et qui veulent intervenir ou poser une question, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, c'est petite anecdote. Hier, l'Alliance des partis de gauche a annoncé qu'il voulait que ce soit Lucie Castet comme première ministre, donc du gouvernement. Et c'est assez intéressant parce que cette bonne femme, Lucie Castet, c'est l'ancienne directrice des finances de la ville de Paris. Et en 3 ans, elle avait fait passer la dette de la ville de Paris de 6 à 9 milliards. Donc on voit qu'ils sont quand même un petit peu déconnectés de la réalité et qu'ils n'ont pas trop les pieds sur terre, quoi. T'as un truc qui frotte sur ton micro, je crois, GG. Ouais, ça déconne. Et de toute évidence, les Parisiens ont reçu 1 milliard de plus de services par année depuis les 3 dernières années. Ça saute aux yeux quand tu visites Paris, hein? Ouais, j'avoue, mais bon, après, les Parisiens sont bien courageux. Hein. Je sais pas comment ils font en fait pour supporter Hidalgo, mais bon, on est avec eux. Force à eux. Oui, il y a un lockdown à Paris en ce moment, ça c'est intéressant. En commentaire, on a eu Carbo qui nous a dit il y avait Madelin, donc qui était Alain Madelin, qui était un politicien qui était dans les années 2000, qui était assez libéral, contrairement à ce qu'on a actuellement. Ouais, effectivement, lui c'était le plus hardcore au niveau libéral, effectivement. Il était un peu nazi sur les côtés aussi, mais bon, voilà. C'est vraiment fou qu'il y ait vraiment très peu de mouvements libertariens puis d'économie autrichienne en France. Quelque chose à développer, une opportunité possible. Le seul que je connais, c'est l'Institut Molinari. Je pense que c'est tellement minuscule et obscur que je suis peut-être la seule personne qui a entendu parler de l'Institut Molinari. Non, je connais aussi. Mais en fait, c'est aussi une ancienne génération, c'est très intellectuel et académique. Ouais. Mais en fait, ce qui est intéressant à analyser en France, c'est que même au contraire, on l'a vu lors de la manifestation contre les retraites, c'était quoi? C'était l'année dernière. Les gens demandent plus de collectivisme et plus de dépenses de l'État, et c'est taxer les riches, c'est taxer nous plus pour éviter la catastrophe environnementale. Donc, quand tu parles notamment à la gente féminine et les gens qui sont un peu plus jeunes, ils sont pas du tout dans des idées libérales, hein, mais bien au contraire. C'est parce qu'ils n'ont pas conscience de la situation économique française et qu'ils voient que d'un côté du problème,
sans avoir la globalité, quoi. Globalement, il leur manque quand même quelques variables dans l'équation. Et je pense que c'est sûr. Ils sont totalement désinformés, mais de fait, en fait, les gens, ils sont pas du tout dans ce mood-là. Moi, je m'en souviens à l'époque du Covid, quand j'allais en soirée à Paris et que je disais aux gens que j'étais pour la privatisation de la sécurité sociale, les mecs voulaient me casser la gueule. Donc, on n'est pas prêt encore pour faire enfin, culturellement en France, on est très socialiste. Hein. Ouais, bien sûr, mais tu sais, c'est aussi parce qu'on a cette particularité où on a quand même, il y a une fusion entre la classe politique et la classe administrative. Toutes les personnes qui se présentent aux élections majeures sortent de l'ENA, sortent des grands corps d'État, ont des postes de fonctionnaires garantis à vie, remplissent leur cabinet, leurs administrations avec des gens qui sortent des mêmes écoles, etc. Les partis politiques sont remplis de ces gens-là. Et donc, en fait, ils évoluent dans une fenêtre de Vorten où la réduction de la taille de l'État signifie la réduction de leur propre pouvoir. Alors que dans tous les autres pays, la classe politique, les hommes politiques, c'est des gens qui se présentent. Enfin, on voit bien au Canada ou même aux États-Unis, par exemple, il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup de gens qui viennent du secteur privé. Et l'administration, c'est les gens qui font tourner la machine. Et en France, nous, on a quand même cette particularité d'avoir une classe politique qui est aussi la classe administrative. Et donc, c'est pour ça que tu ne peux pas avoir un débat d'idées qui va à l'encontre de ses intérêts parce qu'elle contrôle tout. Ouais, et même les entrepreneurs, en fait, ceux qui réussissent à accumuler de la richesse en France, c'est les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, arrivent à se brancher au biberon de l'État ou des collectivités locales, quoi. Il y a beaucoup de richesses aussi dans la vieille Europe, tu sais, comme tu le dis, GG, qui date de l'époque du colonialisme, qui date, tu sais, du 19e siècle, etc. Je pense qu'il y avait beaucoup de wealth en France et en Europe à piller avant que les coffres du secteur privé soient complètement vidés, là. Alors que, tu sais, dans les pays comme le Canada, puis tu sais, des pays plutôt récents, on n'a pas 500 ans de richesse, de commerce, qui ont pu créer une accumulation de richesse là. En tout cas, on est bien loin de l'époque de Frédéric Bastiat, qui a été potentiellement mon économiste préféré, hein, 1840 en France. Très loin de ce mouvement, ça c'est sûr. Yes, on va bientôt passer aux questions, mais ouais, bon, c'est juste pour signaler un peu à tout le monde que on peut retrouver un peu toute l'équipe Boule dans pas longtemps. Là, on va faire une petite opération à surfing à Biarritz. Justement, dans les terres de Bastia. Exactement. Donc franchement, si vous cherchiez encore une raison pour venir à Biarritz, on aura Francis qui va faire une super keynote là-bas. Moi, je vais faire une keynote un peu technique sur les fees. Et puis voilà, vous pourrez retrouver toute l'équipe. Hein, et puis on a quelques surprises aussi pour vous là-bas. Donc si vous hésitiez encore à venir, venez. Voilà, je sais que surfing, c'est pas forcément consensuel chez les bitcoiners, mais ça reste quand même un bel endroit où on peut se retrouver tranquille. Et puis cette année, on va vous mettre bien. Hein, ouais, franchement, pour aller griller des steaks, d'être sur la plage à Biarritz, au bord de l'eau, dans le casino, franchement, c'est agréable. Hein. Même si tu viens pas pour assister aux conférences, juste boire des verres au bord de la plage, franchement, t'es bien. Et même si vous voulez pas venir à la conférence, même en marge de la conférence, venez à Biarritz. Hein, il y aura quand même des trucs à faire autour. Oui. Du coup, j'ai vu que Science voulait ajouter un truc. Vas-y, Science. Déjà, salut. Et vas-y, si tu veux prendre la parole. Salut. Salut, Science, comment ça va? Ça va très bien. Et puis là, vous m'avez chauffé pour Biarritz. Hein. À tout moment, je déboule. Moi, j'avais juste une courte remarque, une apostrophe à faire et après une question. Tu parlais, Théo, du mood, et puis GG aussi, du mood en France qui est un peu matrixé à la sauce socialiste. Mais plus je réfléchis, plus je m'aperçois que en fait, ça vient très probablement de l'effort colossal dans l'éducation nationale. L'éducation nationale 100%, pratiquement 100% publique en France. Donc le fonctionnaire, structurellement, sa raison d'être disparaît s'il n'est pas socialiste, donc, puisqu'il dépend directement de l'État. Enfin, à part ça, moi j'avais une question un peu plus prospective pour Francis, avec ton regard extérieur, et puis pour Théo, tiens, beaucoup plus à l'intérieur.
est-ce que vous pensez que suite à tout ce que vous avez présenté et les potentielles faillites qui nous attendent au coin de la rue, est-ce que vous croyez plutôt à un effondrement doux jusqu'à ce qu'il n'y ait plus à manger dans le frigo? Ou est-ce que vous pensez à la rupture nette avec une réorganisation un peu chaotique? Je vais commencer, Théo, si tu me permets. Si Bitcoin n'existait pas, j'aurais plutôt opté vers un effondrement doux avec un peu le concept de la grenouille là, qui bout dans la marmite. Euh, où est-ce que graduellement l'État s'appauvrit, les services baissent un peu à la Atlas Shrugged, si les gens ont lu ce livre-là, la grève, où est-ce que les infrastructures publiques commencent à faillir lentement mais sûrement. Mais avec l'arrivée de Bitcoin, ce qu'on a, c'est qu'on a un exutoire pour le capital. Et il y a un certain point, tu sais, c'est la théorie de l'hyper-bitcoinisation, right? C'est un peu la théorie du speculative attack que Théo a mentionné au début. À un certain point, les gens qui découvrent cet exutoire vont commencer à bouger leur capital du monde fiat au monde Bitcoin. Et ça va, selon moi, précipiter une accélération de l'effondrement du système fiat. Donc, sans Bitcoin, il n'y aurait pas eu d'exutoire. Donc, il y aurait eu des... Tu sais, si tu es capable de contrôler ta population et les empêcher de fuir, que ce soit physiquement, que ce soit fiscalement, que ce soit avec leur capital, c'est sûr que tu peux les contrôler pendant plus longtemps jusqu'à temps qu'il y ait une finale révolte, je sais pas, dans 50, 60 ans, quelque chose comme ça. Mais avec Bitcoin, je pense que Bitcoin va accélérer cet effondrement. Et la théorie de l'hyper-bitcoinisation, c'est que il y a certaines entités qui vont premièrement commencer à faire des attaques spéculatives. Donc là, on l'a vu avec MicroStrategy, on l'a vu avec le Salvador. Le modèle de MicroStrategy, selon moi, va devenir un modèle qui est de plus en plus commun. Donc, on est déjà, je pense, Dell qui rentre dans son modèle. Et c'est sûr qu'il va y avoir d'autres grosses entreprises. D'après moi, les entreprises pétrolières, les entreprises d'hydrocarbures sont les prochaines sur la liste. Au fur et à mesure qu'ils sautent dans Bitcoin, ça va accélérer l'effondrement du monde fiat. Ouais, je vais faire peut-être une réponse un peu plus de nerd. Juste pour rebondir sur un truc que tu viens de dire, je pense aussi qu'il y a d'autres entreprises qui vont suivre. Je ne médiserai pas trop sur les pétrolières, par contre, juste parce qu'elles ont besoin de beaucoup de working capital. Et donc, c'est plus difficile pour elles. Et c'est pour ça que ça fait sens aussi que ce soit des boîtes tech, parce que elles n'ont pas beaucoup d'infrastructures physiques et tout. Donc, elles peuvent lever pas mal de capital et juste acheter des actifs financiers liquides avec. Elles vont pas avoir besoin de le déployer vite. Et du coup, pour répondre à ta question, Science, en fait, ça dépend de comment on décide de se faire rect. C'est-à-dire que si on part en hyperinflation, ça va plus ressembler à ton scénario de il n'y a plus de viande dans le frigo. Ça ne va pas durer forcément longtemps, mais ça va être violent. Et là, dans ce cas, encore une fois, vu qu'on est dans l'euro et tout, pour la situation de la France en particulier, c'est pas le scénario le plus envisageable parce qu'il y a certains pays, notamment l'Allemagne, que j'imagine pas laisser l'expérience de l'euro courir jusqu'à l'hyperinflation, pour le dire autrement. Après, tu as également le scénario plus réaliste de répression financière qui consiste juste à dire que l'État est en faillite, donc il va tondre sa population petit à petit pour essayer de rendre la dette soutenable. Et la manière la plus lâche de le faire sera celle qui va être envisagée, du fait de comment est notre classe politique. Et la manière la plus lâche de faire ça, c'est probablement justement de laisser l'inflation assez élevée, potentiellement de manipuler un peu les chiffres pour qu'elle n'ait pas l'air trop élevée, et de faire en sorte que la rémunération de l'épargne, donc les réévaluations des retraites, la rentabilité de la dette française et toutes ces choses-là, soient maintenues à des taux qui soient inférieurs à l'inflation. Donc en fait, tu te désendettes en faisant en sorte que l'inflation soit inférieure à tes charges financières et donc mécaniquement, ta dette baisse graduellement. Le problème, c'est que ça dure 10-15 ans pour revenir à un niveau sain. Mais c'est par exemple ce qu'on a fait après la Seconde Guerre mondiale, lorsque les dettes de la guerre encombraient beaucoup les balance sheets publics. Et donc, on a pris la retraite de cette génération-là, qui en plus en avait bavé avec la guerre, etc. Et puis on leur a dit, écoutez les gars, vous allez devenir de plus en plus pauvres, mais bon, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Et ce qui est plus inquiétant, c'est qu'à l'époque, il y avait une sorte de sentiment d'appartenance nationale et de patriotisme qui fait que une génération, surtout qu'elle n'était pas nombreuse par rapport aux baby boomers qui arrivaient et qui étaient beaucoup plus nombreux que leurs parents,
pouvaient accepter de prendre la balle et pas sans que ça parte en dérive, en jacquerie ou en révolution, quoi. Alors qu'en France, si on applique ça, moi, je vois mal le truc durer 10 ans, quoi. À mon avis, il y a un truc qui pète avant. Mais bon, j'ai aucune idée enfin, je pourrais pas préciser plus, quoi. Je sais pas vraiment quelle forme ça pourrait prendre. Mais en fait, Théo, tu l'as bien dit, tu sais, après la guerre, il y a un sentiment, il y a une crise et il y a un sentiment de patriotisme qui est généré par la crise et les gens sont prêts à accepter des sacrifices pour le bien commun. Dans le cas de la France, pendant la guerre, bien évidemment, c'était la Deuxième Guerre mondiale. Et un truc science qui a un peu changé mon point de vue là-dessus, c'était la crise du COVID. Donc, mettons qu'on regarde, on est en juin 2020, pendant COVID. Moi, j'étais convaincu que il y allait avoir potentiellement des guerres civiles là, dans les pays occidentaux. Hein. Que j'étais convaincu que les gens n'allaient jamais accepter la vaccination obligatoire, les confinements, les masques, et que c'était juste une question de temps jusqu'à temps qu'il y ait une révolte. Et ce qu'on a remarqué, c'est que les gens sont prêts à se soumettre. On a encore beaucoup de marge de manœuvre pour l'oppression jusqu'à temps que les gens se soulèvent. Et je pense que le prochain grand narratif qui va générer une solidarité ou un sentiment équivalent à celui du patriotisme, c'est les changements climatiques. Donc, est-ce que les gens accepteraient une répression financière parce que la dette publique a mal été gérée? Non. Mais si tu crées un narratif comme quoi les sacrifices financiers qu'on fait en ce moment sont nécessaires pour sauver la planète des changements climatiques ou d'une crise climatique éventuelle, potentiellement que tu as toute une génération de jeunes qui ont aujourd'hui entre 15 et 30 ans qui peut-être, eux, vont accepter une situation de simplicité volontaire, pour le mettre légèrement, si ça permet à l'État de combattre les changements climatiques ou à combattre une certaine notion de justice sociale, d'égalité, etc. Donc, les gouvernements sont assez aptes à créer des narratifs qui font en sorte que les gens sont prêts à accepter des sacrifices déraisonnables. Donc, à voir. Hein. Selon moi, si le sentiment d'anxiété face à la crise climatique, qui, selon moi, by the way, est complètement farfelu, là, mais est inexistante. Et moi, je pense qu'il n'y a pas de crise climatique, mais c'est un narratif qui est vraiment puissant. Et par exemple, un bail-in pour recapitaliser les banques, c'est sûr que c'est pas populaire. Mais si tu es capable d'encadrer au niveau du narratif un genre de bail-in pour sauver la planète, ben là, c'est quelque chose qui devient de plus en plus acceptable politiquement. Donc à voir. Mais c'est sûr que moi, depuis 2013-2014, j'imagine qu'il y a un écroulement de l'économie à chaque 2 ans. Hein. Je me dis, il reste juste 2 ans. À chaque 2 ans, je me dis, il reste juste 2 ans. Mais suite à COVID, je me suis dit, bon, le peuple, les masses sont capables d'accepter beaucoup plus de pression que ce Ouais, c'est une très bonne remarque. Franchement, moi aussi, j'étais assez halluciné de ce qui s'est passé en France pendant le Covid, notre capacité à accepter l'inacceptable. Il y a une question de notre meilleur ami québécois, bon, après Francis, bon, à égalité, on va dire. Donc, David, vas-y. Salut, hey, merci pour le space. Vous m'entendez, tout le monde? Ouais. On t'entend très bien. Je voulais apporter une petite précision intéressante, je crois, par rapport à ce que Francis a dit par rapport à la démographie, l'inversement, en fait, de la démographie tout à l'heure, que le système d'État de nanny states fonctionnait lorsqu'il y avait assez de gens sur le marché du travail pour assurer, en fait, tous ces programmes sociaux. Puis, le truc que Francis a parlé, ça demandait s'il y a quelqu'un qui pensait à ça. Alors, au Québec, notre façon de penser à ça, à l'inversement de la courbe démographique, c'est tout simplement de double down dans la construction de maisons pour les aînés qui fait aucun sens. On a eu des scandales ici dans des hébergements longue durée, des services hospitaliers d'hébergement longue durée pour les personnes âgées. Il y a eu toutes sortes d'affaires qui sont passées durant la COVID et tout le monde s'est dit ça n'a pas de sens, on devrait avoir des milieux de vie plus intéressants pour les aînés. Donc, ils ont travaillé sur un projet de maison des aînés. Et au final, ça coûte $1 million la porte.
faire le système pour ses aînés. Et il manque des dizaines de milliers de places. Il y a un déficit de dizaines de milliers de places qu'il faudrait construire. Puis, on a décidé de construire quelque chose comme, je sais pas moi, quelque chose comme 500 ou 1000 portes par année de ces belles chambres pour les aînés pour qu'ils puissent avoir des soins là, dans les dernières années de leur vie. Donc, au lieu de faire des systèmes où on va pouvoir créer plus de place pour plus d'aînés, parce qu'il va y avoir moins de gens sur le marché du travail, plus d'aînés qui vont avoir besoin de ces services-là, au lieu de faire quelque chose qui scale, ou je ne sais pas, qui va pouvoir accueillir les gens, ben, ils font l'inverse, ils font des portes qui coûtent une fortune, des appartements qui coûtent une fortune qu'on n'a évidemment pas les moyens de se payer. Fait que c'est en fait tout ce que je vais dire, c'est que leur façon de prévoir l'inversement de la courbe démographique, c'est de faire un système qui va absolument pas pouvoir fonctionner mathématiquement, puis essayer de nous vendre ça dans les élections comme quoi c'est des gouvernements qui veulent prendre soin des aînés, ils sont même pas, ils arrivent même pas à suffire à la demande, puis ils font les systèmes actuels suffisent pas à la demande, c'est littéralement n'importe quoi. Ils font un système à côté qui coûte extrêmement plus cher, puis qui sont pas capables de fournir les places. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Oui, ils ont pensé à la courbe démographique, mais ils font exactement l'inverse de ce qui est nécessaire. Alors, voilà mon permis d'ajout. Ce qui est intéressant, c'est que entre 1604 et, disons, 1960, on avait un merveilleux programme de maisons à longue durée pour les aînés qui s'appelait au Québec la maison familiale. Et les aînés vivaient en famille, avec leur famille, et les familles prenaient soin de leurs aînés. Donc, de toute évidence, pour moi, c'est une petite tangente, là, mais la culture postmoderne woke, où la famille n'est pas valorisée et on a des familles fracturées. Bon, je ne vais pas rentrer dans une grosse tangente, là, mais c'est sûr que ça engendre des conséquences économiques, là, parce que normalement, l'aîné est pris en charge par sa famille et ou par l'Église et ou par d'autres institutions sociales qui ont disparu. Et pour moi, juste économiquement, politiquement, c'est sûr que ce phénomène-là va s'accélérer parce que c'est les vieux qui votent, puis les vieux, ils payent pas pour les maisons parce qu'évidemment, eux, ils sont déjà à la retraite, donc ils ont plus l'imposition. Donc, si tu as une population qui vote énormément et qui va pas payer pour un programme social et qui va bénéficier d'un programme social, ben c'est absolument certain qu'ils vont voter pour s'approprier l'argent. Et encore une fois, ben comment est-ce qu'on finance ça avec la dette? Mais la dette, c'est pas un problème parce que les jeunes vont payer pour dans le futur. Donc, on est dans une situation où est-ce que, bien évidemment, on a un clivage qui, selon moi, c'est même pas entre la droite et la gauche, hein, c'est entre les vieux puis les jeunes. C'est triste à le dire parce que je respecte nos aînés, mais en même temps, je veux dire, en tout cas, au moins au Québec, nos aînés ont une mentalité de s'approprier tout l'argent du gouvernement. Et qui va payer pour, c'est pas un problème parce que de toute évidence, ils seront morts hein, quand la facture va arriver. Donc, tous les incitatifs sont pour l'augmentation des dépenses au profit des aînés et aux dépens des jeunes. Je voudrais juste rebondir là-dessus parce que j'ai vu passer une news récemment qui vient du Canada. Bon, après, je suis pas canadien, donc, mais c'est ce que j'ai vu passer. J'ai vu qu'il y avait de plus en plus de politiques qui insistaient sur le fait que non, c'est pas grave la natalité parce que dans 50 ans, il y allait avoir beaucoup plus d'immigration pour pouvoir subvenir à tous ces besoins-là, justement. Mais c'est un peu quelque chose qu'on a en Europe aussi, hein. Puis effectivement, il n'y a pas vraiment de débat anti-immigration au Canada. Même les conservateurs économiques de Pierre Poilievre, etc., ne sont certainement pas un parti qui est anti-immigration. Même les nationalistes québécois, au Québec, on a un mouvement nationaliste qui est très, très fort. Là, pour ceux qui connaissent la politique québécoise, la question nationale et la souveraineté nationale, la question culturelle, la question de la langue, c'est les questions les plus importantes pour les Québécois. Même dans le camp des partis souverainistes ou nationalistes, on ne remet pas en question l'immigration parce que, bien évidemment, c'est la seule manière pour nous de pallier notre déficit démographique. Right? Donc, tous les gouvernements et je pense que ce soit implicitement ou explicitement, je pense que les vieux savent que afin de financer les unfunded liabilities, afin de financer la dette, afin de maintenir aussi la pression pour le marché immobilier qui, l'économie canadienne est supportée par le marché immobilier. Et également, l'immigration, c'est ça qui fait en sorte que le marché immobilier au Canada a augmenté de manière massive. L'immigration, c'est la seule solution. Hein. T'as trois façons. Soit les jeunes payent plus, soit les jeunes travaillent plus,
ou soit tu as plus d'immigrants. Donc, je pense que la jeunesse, on le voit, la jeunesse ne veut pas travailler plus, là. Je sais pas, moi, anecdotiquement, j'ai des amis qui ont des restos à Montréal qui essaient de trouver des salariés. Oublie ça, hein. Dans les fermes, c'est pas des Québécois qui vont aller cueillir les fraises pendant l'été, c'est des Mexicains qui sont charriés par avion. L'immigration au Canada, c'est mais vraiment spectaculaire. Hein? Je pense que les gens qui s'inquiètent de l'immigration en France, si vous regardiez les données démographiques du Québec et du Canada, vous aurez une crise cardiaque, hein, parce que je pense que on est rendu à peu près 2% de la population par année en immigration. Je pense que David, je sais pas si tu connais les chiffres, mais je pense qu'on est rendu à 1 million, hein? 1 million d'immigrants par année pour une population de 35 millions. Exact. Puis je veux juste ajouter très rapidement, savais-tu que j'ai déjà été responsable du logiciel qui faisait venir les Mexicains puis les Guatémaltèques puis même des gens du El Salvador pour ramasser les fruits. C'est moi qui ai construit la base de données, puis qui gérait les prêts entre les fermes. Ça, j'ai géré ça pendant genre 8 ans. Fait que j'ai déjà été très impliqué dans j'ai fait un logiciel qui gérait les billets d'avion. Tu sais, il achetait des billets d'avion en masse, puis là, il les distribuait justement pour faire venir les gens de l'Amérique du Sud puis de l'Amérique centrale, en fait, de l'Amérique centrale pour venir travailler. Puis quand Aéro-Mexico a fait faillite, là, ça a été un bordel total parce qu'il avait acheté des... En tout cas, je ne vais pas vous rentrer dans les détails, mais juste pour vous dire que j'ai déjà géré ça littéralement parce qu'il n'y a personne qui ramasse des fraises. Il n'y a pas de Québécois qui ramasse des fraises au Québec. Là. Voilà. Ce qui m'énerve le plus avec le système Fiat, au-delà des conséquences sur la dette, c'est l'atteinte à la dignité humaine. Et, tu sais, je parle au niveau personnel, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui obtiennent leur dignité et leur sentiment d'accomplissement à travers le travail. Et juste regarde, tu sais, pendant COVID, je sais pas comment c'était en France, mais nous, au Québec, on avait 2 000 $ par mois de prestations COVID. Et même post-COVID, on n'est pas encore rendu au revenu universel. Je pense que vous avez ça en France, là, ça s'appelle le SMIC ou le SMEC ou le SMUC ou je sais pas trop quoi, là. Tu sais, moi, j'avais un ami qui roulait un restaurant puis qui me disait, bon, mon employé a le choix de recevoir 2 000 $ par mois à absolument ne rien faire ou de faire, disons, on va dire 2 600 $ par mois en travaillant 160 heures. Fait que de toute évidence, qu'est-ce qu'il va choisir, l'employé? Ben, il va dire, bon, ben, regarde, pour 600 heures de plus de travail, pour 160 heures de plus de travail, je fais 600 $ de plus par mois versus m'asseoir sur mon cul puis rien faire. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on incentivise les gens à devenir dépendants du gouvernement. Puis, pour moi, c'est au-delà des conséquences économiques, c'est une atteinte à la dignité humaine d'encourager les gens à rester à la maison à rien faire. Donc, très triste, très, très triste pour juste au niveau psychologique aussi, tu sais, au niveau moral, au niveau spirituel. Tu sais, tu peux pas avoir une vie heureuse et un sentiment d'accomplissement quand tu es un parasite de l'État. Malgré le fait que ça paye ta facture, ça paye ton Netflix, puis ça paye tu sais, un petit appartement. On a perdu Francis. Le Costa Rica a des problèmes de transmission. Si je peux juste rebondir sur un truc qu'il était en train de dire, même quand il mentionnait le fait qu'aujourd'hui on mette les gens en maison de retraite au lieu qu'ils restent vivre dans la maison familiale. L'autre jour, je lisais un bouquin de Stefan Zweig qui s'appelle Le monde d'hier et qui en fait décrit, c'est une autobiographie de Zweig et qui décrit dans le premier chapitre comment était l'Europe et notamment Vienne. À l'époque de juste avant donc à la fin de la Belle Époque, juste avant la Première Guerre mondiale. Et le chapitre s'intitule l'époque, je crois, de la sécurité. Et en fait, il explique en quelques pages que c'était une époque magnifique dans l'histoire humaine parce que l'incertitude naturelle que tu avais pour tous les grands événements de ta vie, ton mariage, est-ce que ta maison va brûler, est-ce que tu auras de quoi vivre dans tes vieux jours, est-ce que tu vas pouvoir rester dans ta maison, est-ce que va pas y avoir une révolution, etc. Que tout ça a été assuré essentiellement par le fait que ils avaient l'or en état minimal, très peu de lois, très peu d'ingérence du gouvernement, que même si l'empereur mourait, il y en aurait un autre qui le remplacerait, mais ça ne changerait pas leur vie, qu'ils avaient des assurances privées, qu'ils pouvaient accumuler une retraite en or, etc., qu'ils pouvaient acheter des rentes. Et donc, en fait, fondamentalement, c'est pas comme ça qu'il le présente, mais ce qu'il fait, c'est qu'il dit, en gros, les droits de propriété et le marché et la monnaie saine ont gagné.
Et avec ça, on arrive à réaliser la sécurité pour n'importe qui. Et en fait, au XXe siècle, on a décidé que c'était l'État qui allait prendre ce rôle-là de garantir la sécurité dans toutes les époques de notre vie et dans tout ce qu'on fait. Et c'est ça qui détruit et qui cause la déliquescence morale et dont parlait Francis en grande partie, qui est que en fait, tu n'as pas d'indépendance, tu n'as pas de gratification, tu ne sais pas la valeur de ce que tu apportes. Et en fait, tu dépends de cette grande fiction par laquelle tout le monde vit aux dépens des autres, comme disait Bastia, ce qui n'a rien à voir avec ce que nos arrière-grands-parents en fait, ont connu avant la Première Guerre mondiale, quoi. Si tu veux prendre la parole, vas-y, How to Bitcoin. À moins que tu voulais finir ce que tu disais, Francis, avant de t'être retrouvé d'écho. Non, merci. Tu l'as dit de manière beaucoup plus éloquente. Donc, merci Théo. Bah, vas-y. Ouais. Vous m'entendez? Ouais. Ok. Ouais. Salut à tous. Merci pour ce super live. J'avais une remarque, plus une pensée un petit peu, et j'avais envie d'avoir vos retours dessus. J'ai l'impression qu'à une époque, parce que je suis un peu obsédé avec le communisme en ce moment, et à une époque, par exemple, pendant la guerre froide, il y avait deux blocs, et on disait il y avait le bloc de l'Est avec les communistes, et c'était les régimes socialistes, on mettait tout en commun, et il y avait l'opposé derrière avec le régime capitaliste, le régime des USA qu'on idéalisait, qu'on souhaitait, parce qu'on se disait que ça marchait mieux, quoique il y avait beaucoup de penseurs déjà qui commençaient à remettre ça en question. Mais j'avais l'impression qu'il y avait déjà une distinction, alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le bloc de l'Ouest, aujourd'hui, idéalise la Chine. On le voit avec, déjà, comment on s'est tous alignés avec le Covid, où on a décidé de tous suivre en fait ce qui avait été lancé en Chine. Et puis quand on voit aussi le WEF, le World Economic Forum, où tout est décidé un petit peu là-bas, où il y a une pensée globale, où alors, on a l'impression que vraiment tout le bloc de l'Ouest s'est calé sur des pensées collectivistes. J'ai l'impression qu'il y a plus vraiment d'autres camps. Et je trouve ça assez flippant, parce que je vois pas un porte-étendard de notre pensée et d'espoir, de liberté. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu Trump aujourd'hui, mais j'ai l'impression que c'est pas non plus l'exemple qu'on a qui donne envie. Je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que il y aura pas un adversaire qui va être vraiment identifié, notre camp, entre guillemets, mais que ça va être plus quelque chose de très communautaire, qui va être décentralisé un peu partout dans le monde, via des réseaux, même comme Noster avec Bitcoin, et que on va pas retrouver vraiment une nation derrière laquelle on va tous se mettre. Je ne sais pas comment vous voyez les choses. Est-ce que plutôt ça va sortir peut-être de l'Afrique, de l'Amérique du Sud? Mais j'ai l'impression que ça soit du côté de l'Asie, c'est foutu, et de notre côté... en tout cas, en Europe, c'est vraiment la merde, et aux États-Unis, c'est pas non plus dingue. Et juste avant que tu répondes, Gilles, si je peux juste préciser un truc par rapport à ce que tu disais, c'est super intéressant cette évolution où effectivement, avant, tu avais l'URSS et le bloc communiste. Et en fait, quand l'URSS s'est effondré, le socialisme a gagné à l'échelle mondiale. Il y a un mec en France à l'époque où on avait des intellectuels de droite qui valaient le coup, qui s'appelle Jean-François Revel, qui avait prédit ça en gros en 74. Et où en fait, et je trouve la réflexion est brillante, et Schumpeter l'avait plus ou moins prévu aussi encore avant, et où en fait, ce qu'il disait, c'est en gros, tant qu'il y a un épouvantail, tant qu'on a l'URSS avec Solzhenitsyn qui vient nous expliquer ce que c'est le goulag, tant qu'on voit que le communisme en pratique ne fonctionne pas, au niveau de la politique domestique dans nos pays, les gens qui veulent pousser des agendas collectivistes, ils ne peuvent pas gagner. Parce que on peut leur montrer que ça marche pas et que c'est des régimes sanguinaires, etc., etc. Et par contre, fondamentalement, la démocratie dans des pays avec un nanny state, etc., elle tend, à cause des incentives, à faire plus de socialisme. Et du coup, quand l'URSS va s'effondrer, disait Revel, à ce moment-là, en fait, tout le monde va faire du soft socialism. Et en fait, vu que il y aura plus d'épouvantail à montrer du doigt et que tout le monde sera à peu près dans le même référentiel, dans la même fenêtre d'Overton et tout,
bah, ce sera trop tard en fait. Ce sera l'environnement global. Et donc, on aura effectivement un socialisme mondial installé. Bref, c'est juste ça que je voulais préciser par rapport à ta question, qui est hyper pertinente. Et ça vaut grave le coup de. Je me rappelle plus le titre. Si, ça s'appelle La tentation totalitaire, le bouquin dans lequel il explique ça. Il est vachement bien. Et du coup, si tu veux répondre, Gilles. Ouais, non, en fait, je dis, effectivement, la question est intéressante et on n'a pas beaucoup parlé de la Chine, mais oui, en fait, la Chine, je trouve que c'est un peu, je vais dire, un symbole dans le sens où aujourd'hui, ben, c'est un pays collectiviste qui réussit, en fait, d'une certaine manière, et que du coup, voilà, on peut pas être très optimiste sur le fait qu'on s'écarte en fait de cette idéologie en Occident. Et après sur justement notre volonté de liberté et le fait d'où ça va partir, je pense que dans tous les États, que ce soit en Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique, en Asie, je pense que ça va être par les deux bouts. Ça va être du bottom-up, mais ça va aussi être du top-down. Du top-down avec des trucs un peu plus, un peu comme la taxe spéculative, le sujet de l'émission, et le bottom-up où l'individu va réussir avec Bitcoin à récupérer un peu de souveraineté pour que justement ces politiques globales soient un peu moins douloureuses à l'échelle de l'individu. Donc pour moi, ma réponse est qu'à un moment, les intérêts personnels vont converger autour de la liberté. Et effectivement, ce moment est peut-être lointain, mais c'est le moment, enfin selon Francis, ça peut arriver vite, mais c'est le moment où le fiat system va démontrer ses limites et où là, ben, les deux, on va dire le bottom-up et le top-bottom vont se rencontrer dans une grande fête libertarienne. Mais bon, c'est pas tout de suite. Et si je peux juste ajouter un truc à ça, en lien avec la discussion qu'on avait eue avec vous au BEF sur justement la microéconomie de la violence, en fait, peut-être que ça se fera pas de manière très décentralisée, mais ce qui est très probable, c'est que, en tout cas, à mon avis, c'est que ça passera par beaucoup de fragmentation d'États, de régionalisme, beaucoup de petits États qui vont attirer le capital, les talents, et du coup créer des modèles qui vont beaucoup mieux fonctionner que les États centralisés redistributeurs qui ont été créés en gros dans le sillage des deux guerres mondiales. Et à ce moment-là, en fait, disons que ce sera à la fois décentralisé et en même temps centralisé parce que ça peut quand même être des États qui ont une certaine échelle, qui ont des millions de personnes dans leur population, mais les principes qui président à leur organisation sont un peu différents, un peu plus free market et un peu plus dans l'idée du you pay for what you get, où effectivement, si tu lèves l'impôt et que tu arrives à le lever, c'est que quelque part, il y a des conditions de vie derrière qui suivent et la population généralement consent assez facilement à cet impôt-là. Par contre, effectivement, ça peut prendre beaucoup de temps parce que pour que ces morcellements se font, les morcellements seront, à mon avis, souvent le résultat de faillite. Il y a par exemple dans des États qui sont surendettés, des régions qui sont assez riches et qui pourraient, à certains, dans des cas de crise politique ou de crise de surendettement ou de faillite, décider de faire bande à part. Et donc, ouais, ça peut prendre beaucoup de temps, mais je vois bien les choses se jouer comme ça. Ouais, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, Théo. Notamment, je pense qu'on va revenir à un système un peu de décentralisation des systèmes de gouvernance. En fait, il faut qu'on en arrive là. Notamment les projets de ville-État. Je pense que la solution, elle passera beaucoup là-dedans, d'essayer de mettre un petit peu des petites poches de souveraineté en compétition. Et en fait, si on met des petites poches de souveraineté en compétition, en fait, ça va booster tout vers le haut. Alors, pour revenir sur ce que tu disais, il y a quand même Milei en Argentine qui laisse paraître un petit message d'espoir. Mais bon, moi, personnellement, je suis un petit peu sceptique par rapport à ça. J'ai pas l'impression que ce soit un mouvement qui soit très organique et quand on regarde un petit peu, il a été un petit peu poussé par les mêmes puissances d'argent qui ont mis Meloni en Italie. Donc, je suis un petit peu sceptique là-dessus. Mais ouais, c'est sûr que de toute façon, il faut pas attendre trop de réactions des politiciens. Et il faut, nous, de manière individuelle, devenir des forces d'argent et puis commencer à s'organiser
et à prendre des souverainetés sur des territoires, tu vois. Et d'ailleurs, à cet égard-là, je vois qu'il y a Jacques de BTC Touchpoint qui est dans le public. Il y a aussi les initiatives de Free Private Cities qui, pour l'instant, sont un peu un mouvement embryonnaire, mais qui sont assez intéressantes. Donc, c'est l'idée d'essayer de créer des cités où il y a uniquement du droit des contrats privés qui président aux relations sociales à l'intérieur de la ville. Du coup, il y a un bitcoiner que je connais pas trop mal qui s'appelle Peter Young qui a interviewé Jacques et qui lui travaille pour une organisation qui essaye de faire de ça une réalité. Et je crois qu'ils en ont ouvert déjà quelques-unes et qui c'est des expérimentations en cours ou tout du moins qui sont en passe de l'être. Et ça peut être des formes de solutions où en fait, au bout d'un moment, tu dis juste fuck off, genre je vais acheter des grandes étendues de terre et je vais me rassembler avec des individus qui sont d'accord de faire une charte minimum qui va servir de constitution à la ville. Et ensuite, on va définir des services, on va embaucher des services privés pour gérer les services publics, pour gérer la justice, pour gérer la défense. Et on va établir des règles de base. Et si t'es pas content, tu te barres et tu vas dans une autre, tu vois. Et en définitive, même il y a des époques reculées dans l'histoire où beaucoup de villes fonctionnaient comme ça en réalité. Je me permets, les gars. Je pense que tout à l'heure, Francis disait qu'il y avait quand même le risque, tu sais, de la grenouille dans la casserole, etc. Et que sans qu'on le voit un peu venir, bah, avec l'avancement des technologies et tout ça, bah, ils finissent un petit peu par nous faire une URSS 2.0 et un peu empêcher les gens de sortir leurs capitaux, toutes ces choses-là et nous enfermer un peu. Donc pour ma part, je pense que c'est un peu ce que tu disais là à l'instant et ce que disait GG. Il va y avoir des initiatives de gens qui vont chercher à s'expatrier, à faire de l'arbitrage un peu géographique, tout ça. Il y a aussi le cyberspace où les gens peuvent se réunir et avoir un espace de liberté. Mais tôt ou tard, il va bien falloir se constituer en pôle économique avant de dire politique. Et ça pourrait créer une game theory avec des États ou des micro-États qui chercheraient à draguer une certaine audience. Donc, pour moi, ça fait sens. Hein. C'était juste pour confirmer. Hein. Je suis aligné. Par contre, je saute du coq à l'âne, Théo. Je t'ai pas entendu parler d'un truc qui me semblait un peu fondamental, là, si on revient sur la France. J'ai entendu des propositions pour mutualiser la dette européenne, ce qui est quelque chose qui était interdit jusqu'à présent. Est-ce que tu as du matériel pour nous en parler un peu? Ouais, juste, je préviens avant de te répondre, on va remballer après Ouais. que je réponde à ta question. Je laisserai GG donner le mot de la fin. Mais ouais, alors c'est depuis le Covid hein, déjà qu'on en parle. Parce que quand il y a eu les négociations à l'échelle de l'Europe pour essayer de créer des packages de relance pour protéger la population des conséquences économiques, des confinements, tous ces trucs-là, tout le monde s'est engueulé pour savoir qui avait le droit d'imprimer de l'euro et combien et comment, etc. Et donc, ils se sont bien rendus compte qu'effectivement, créer une monnaie quand il n'y a pas de ministère des Finances scindé et de dette scindée, et de marchés de capitaux qui sont mutualisés. Et de fiscalité aussi unifiée. Une fiscalité unifiée, il y a des problèmes de gouvernance. Et donc, du coup, c'est ce moment hamiltonien dont il parle systématiquement où on va mutualiser les dettes européennes. En fait, on peut en parler très longtemps, mais on va dire que faut le regarder sous l'angle de qu'est-ce que c'est un bond, tu vois. Et quand quelqu'un en achète, en fait, qu'est-ce qu'il achète? Lui, ce qu'il achète, c'est une promesse que quelqu'un va pouvoir utiliser la violence pour tondre une population pour le repayer. Fondamentalement, c'est ça, tu vois. Et donc, si tu n'as pas d'armée européenne, si tu n'as pas d'État européen, en fait, la crédibilité des titres de dette, une fois qu'on les a tous mutualisés, en fait, quelle est la crédibilité que l'armée française aille en Grèce pour aller collecter un impôt qui va lui servir à payer les intérêts sur la dette européenne qui est émise ou qui est issue des dettes nationales avant qui ont été mutualisées. En fait, c'est pas crédible. C'est pour ça que, je pense que s'ils font ça, ce sera peut-être fait d'une manière que j'imagine pas maintenant, mais en pratique, je vois pas comment ça peut marcher. Aux États-Unis, par exemple, les États, même les États ont une dette commune parce qu'il y a un État fédéral, mais il n'y a pas d'État fédéral en Europe. Donc, il faudrait d'abord créer un principe de souveraineté en Europe
un mécanisme de droit fondamental, une constitution, une armée, un service de police européen, une identité européenne. Et après, on pourrait parler de mutualiser les dettes, mais on ne peut pas griller les étapes comme ça, quoi. Du coup, sur ces bons mots, mes amis, il se fait tard et on va vous laisser pour cette fois-ci. Je pense qu'on refera un autre space avant Surfing, à voir le sujet, toujours avec Francis, Gilles et GG. Et si vous n'avez pas eu l'appel tout à l'heure, n'hésitez pas à passer par Biarritz. On vous a préparé pas mal de trucs là-bas pour fêter l'arrivée de Bull Bitcoin en France. Et donc, on espère vous voir nombreux. Yes. N'hésitez pas notamment à aller suivre les comptes de tous les participants. O2 Bitcoin, meilleur média français. Science, David, tout le monde, Bull Bitcoin, Monde. BTC Touchpoint. Ouais, exactement. Et n'oubliez pas de toute façon, le gilet pare-balles contre toutes ces conneries de l'État, c'est Bitcoin en self-custody. Donc, continuez à stacker les mecs.